Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 277 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, ce sont les Golden State Warriors dont on va parler dans le cadre de nos bilans 2024, équipe par équipe évidemment, avec Baptiste du NBA Dreamcast Show. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petits likes et petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc on se retrouve pour un nouveau bilan 2024 avec aujourd'hui les Golden State Warriors et quelqu'un que vous connaissez très bien évidemment, c'est Baptiste. Comment ça va Baptiste ? Écoute, salut Guillaume, ça va très bien. C'est l'été, un peu fatigué, mais il y a les JO, il fait beau, donc ça va et toi ? Ça va, j'ai l'air moins fatigué que toi tout de même en cet été avec une chaleur étouffante. Mais alors bon Baptiste, bien sûr Penny Bergkamp, le NBA Dreamcast Show aussi avec Azad qui a rejoint la troupe et puis plein d'actu aussi. Plein d'actu, ouais, principalement sur YouTube. On essaye un peu de lancer des formats vidéo. C'est pour ça principalement que Azad a rejoint le projet en tout cas. Donc il y a une vidéo sur Rob Dillingham. On va faire pas mal de petites capsules tactiques aussi si ça vous intéresse de comprendre ce que c'est un peu un ghost screen ou des choses comme ça dont on a l'habitude de parler ou qu'on a l'habitude d'écrire à droite à gauche. Voilà, ça se passe sur YouTube principalement, le Dreamcast Show, et il y a une vidéo sur Jalen Suggs. Je vous dis pas si c'est moi ou si c'est Azad qui l'a faite, mais il y a une vidéo sur Jalen Suggs qui arrive. Oui, alors le Dreamcast Show, c'est vrai. Moi je dis toujours NBA Dreamcast Show. Bon, tu sais, moi je suis toujours le connard qui dit la D-League, oui. Et qui sait jamais... Après ça c'est volontaire, parce que j'ai pas envie de dire G-League par rapport au sponsor. Moi je suis pas payé pour dire Gatorade. la Ligue Gatorade, moi je suis pas payé, donc moi je dis la D-League, le nom organique de base de développement de ligue. Bref, donc voici. Et puis Baptiste, pas fan des Warriors, mais tout de même un peu une affinité, on peut le dire. Tous les deux, on aime bien cette équipe, mine de rien, quoi. Ouais, bah c'est clair que, on va dire, l'ado qui a été traumatisé par Kevin Durant et Stephen Curry a laissé place à quelqu'un qui les apprécie un peu plus. Et ouais, c'est une équipe qu'on a beaucoup regardé parce que c'est, mine de rien, il y a pas mal de choses à dire, donc un sujet normalement que je maîtrise, en tout cas j'espère. Oui, et puis de toute façon, les Warriors-Lakers, même quand ils sont moyens, ça fait parler. Et comme on ne vit que pour le buzz et pour faire de... Évidemment. Voilà, c'est bien connu, hein, on fait des sujets comme ça, nous, exprès pour ça. Mais voilà. Donc bref, aujourd'hui, le programme, les bilans 2024. Donc on fait le bilan équipe par équipe. Et donc, aujourd'hui, les Warriors, avec notre format des stats de la saison. C'est un peu un prétexte, puisque c'est un format où on aborde plein de petits sujets à travers le prétexte des stats. Soit des stats intéressantes, soit donc, comme dit, un petit chiffre par-ci par-là pour parler de tel ou tel sujet. Le format, vous le connaissez. Baptiste, vous le connaissez aussi. Et donc, on y va. Baptiste, quelle est la première stat du jour à nous présenter pour les Golden State Warriors ? Alors, j'ai énormément de stats et je vais commencer par une qui me semble un peu obligatoire. C'est moins 0,6 et c'est le net rating, en fait, le net rating des Warriors jusqu'au 27 janvier, du coup, 27 janvier 2024. Et en fait, c'est un net rating qui est négatif. Et pourtant, les Warriors ont fini avec un net rating positif de plus 2,2. Et donc, en fait, c'est un peu pour exprimer que sur la première partie de saison, les Warriors ne sont pas du tout trouvés. Il y a eu énormément de changements dont on va parler, je pense. Mais c'est un peu pour remettre en contexte de peut-être que ce premier tiers de saison, première moitié de saison, les a un peu plombés finalement. Et c'est vraiment, je pense, un peu le commencement de tout. C'est ce début de saison raté pour énormément de raisons dont on pourra développer, mais voilà, pour commencer un peu globalement. Oui, moi j'avais un peu la même chose aussi, mais c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une espèce de transformation en deuxième partie de saison, notamment à cause d'un nouveau line-up, Kuminga qui a été inséré dans le 5, et donc une manière un peu différente de jouer aussi. Mais c'est vrai qu'en début d'année, ça a été un peu compliqué, notamment parce que c'est pas que la greffe a pas prise, mais clairement, Chris Paul n'est plus le Chris Paul qu'on a connu, donc c'était plutôt un meneur backup. Il y a eu aussi beaucoup d'utilisation de Kevin Looney, peut-être on en reparlera aussi, mais voilà,
c'était pas top en tout cas en début de saison, on peut le dire. Et finalement, il y avait un peu un côté où, pour le coup, l'équipe de vieux, entre guillemets, on la ressentait. On l'a même beaucoup plus ressenti en début de saison qu'ensuite en fin de saison où on a justement remis un peu plus sur le devant de la scène un Kuminga. Chris Paul était blessé deuxième partie de saison et ça a été un peu plus jeunesse, un peu plus dynamisme finalement sur la deuxième partie. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué et c'était un peu compliqué des deux côtés du terrain d'ailleurs. Et ce qui est assez intéressant, alors je peux dire un peu une deuxième stat avec laquelle j'ai hésité, c'est que du coup ces Warriors, ça se voit bien un peu, c'est ce côté ne se sont pas trouvés sur la durée, en tout cas ont mis du temps à se trouver. C'est que les Warriors ont aucune line-up à plus de 500 possessions ensemble. Et il y a que 9 équipes en NBA qui ont pas eu de line-up à au moins 500 possessions. Et parmi elles, il y a beaucoup d'équipes de tanking. Et parmi les équipes de playoff, il y a Dallas qui a tout fait bouger à la trade deadline et qui a eu Luka, Kyrie qui se sont blessés un peu. Les Sixers avec Joel Embiid qui s'est blessé évidemment. Et les Knicks qui ont aussi tout fait péter à la trade deadline. Donc voilà, il y a soit des équipes qui ont eu des blessures, soit des équipes qui ont fait des trades. Et parmi ces équipes, il y a les Warriors. Les Warriors qui ont aucune line-up à plus de 500 possessions, mais malgré tout, les deux line-up qui ont le plus joué, donc c'est avec une raquette Kuminga Draymond, et elles ont des super net rating. Alors ça reste des petits échantillons, mais en tout cas ces line-up, ça montre aussi que les Warriors se sont trouvés en fin de saison. Mais en fait finalement ça a été trop tard, j'ai envie de dire, pour attraper une 6e place ou une place un peu plus avantageuse que je crois qu'ils font 10e à l'ouest ou 9e, je sais plus, mais ils perdent au play-in quoi. Ouais. Perdent le premier match du play-in, donc un match et c'est fini. Non, mais effectivement, il y a ce côté instabilité qui n'est pas forcément dû à plein de blessures, plein de trades, comme ça peut être le cas parfois, où il y a des années, certaines équipes, elles ont une instabilité comme ça, où elles n'ont pas des line-up avec beaucoup de possessions, parce que t'as un élément ou deux majeur de l'effectif qui a été échangé, où t'as eu une telle ou telle blessure assez importante. Bon, là, il y a eu la suspension de Draymond Green, tout de même, qui est un peu le gros truc. Mais à part ça, c'est aussi une instabilité parce que, en fait, on cherche un peu des solutions, quoi. C'est pas tant, tiens, notre allié titulaire, il est vraiment blessé ou ce genre de choses. Non, là, c'est vraiment instabilité on essaie de trouver la solution et on a fini par la trouver un peu à la fin. Mais alors, justement, si tu me permets, je peux enchaîner sur la mienne de première stat du jour, qui était un peu pareil. Donc, c'est pour ça, c'était 15, justement. 15, c'est le rang au net rating. Donc, le fameux net rating différentiel attaque-défense, ils étaient 15e sur 30. Donc, en fait, on a affaire à une équipe qui est un peu moyenne, quoi, qui est dans la moyenne, hein, littéralement dans la moyenne, et qui n'est pas une équipe fantastique avec peut-être que c'est vrai que ce côté, alors ça dépend des gens, hein, mais le côté Stephen Curry qui est encore, on en reparlera, mais qui était un des meilleurs attaquants de NBA, je pense qu'il est encore, mais il est peut-être plus tout en haut. Bref, ça c'est pour plus tard. Et de l'autre côté, Draymond Green aussi qui sortait d'une saison calibre défenseur de l'année, même si collectivement c'était moins bon, donc il n'était pas perçu comme ça. Mais voilà, avec ce genre de superstar à la fois offensive et défensive, on s'attendait peut-être à mieux. Et en fait, le résultat final, c'est qu'on a une équipe, comme dit, qui est juste moyenne, quoi. Et c'est peut-être un peu ça la déception. D'autant plus que, ils sont vieux, ils sont plus vieux qu'avant, et on sent qu'il y a peut-être 1, 2, 3 vraies années encore où tu as une vraie chance de titre. Sauf que là, on était à des années-lumière, quoi. D'habitude, ils sont à des années-lumière devant tout le monde, le reste de la NBA. Et là, non, là, on est à des années-lumière d'un effectif qui était, et un niveau de jeu qui était calibre champion. Donc, pour dire, en 15e sur 30, le chiffre brut, tu l'as dit, c'était plus 2,2 en termes de points par 100 possession de différentiel attaque-défense, hein, le but du basket. À peine plus 2,2. Il faut savoir que la marque de plus 2, c'est une bonne équipe, mais vraiment pas plus, quoi. Et surtout, donc, on a une équipe assez banale, hein, finalement. Et l'an dernier, on était déjà à plus 2 et quelques. Donc, là encore, assez bon, mais pas ouf, quoi. L'année du titre, 2022, on était à plus 5, qui là est nettement, quand on passe les plus 5, c'est quand même une marche assez significative d'une équipe bien plus forte, hein, le plus 5 de points de différentiel par 100 possessions. Et l'année d'encore avant, l'année où ils font play-in aussi en 2021, ils étaient à peine à plus 0,4. Donc, limite, ils étaient encore plus mauvais. Et comment est-ce qu'ils le font? C'est 10e attaque et 15e défense. Et ce qui est un peu rigolo, sauf si vous êtes fan des Warriors, ce qui est un peu notable en tout cas, c'est que c'est un peu l'inverse de ce qu'on nous avait habitué. C'est-à-dire que l'attaque est 10e, alors qu'avant elle était un peu moins bonne, et la défense 15e, alors que c'est surtout ça,
on a connu une défense qui d'habitude était élite en fait, et qui était même ça le socle de l'équipe championne en 2022. C'était l'attaque était moyenne, dans la moyenne, 17e à l'époque, mais par contre la défense était élite. Ils étaient 2e de NBA, ça s'est transposé totalement en playoff avec la défense d'élite, et puis en attaque, oui, quand tu resserres la rotation et que tu mets plus de minutes à tes joueurs offensifs, Curry, etc., c'était passé. Mais voilà, on a un peu le modèle inverse de ce qu'on avait connu pendant le titre, c'est-à-dire une attaque un peu moyenne, mais une défense qui était élite. Là, on a l'attaque, elle est 10e, la défense, elle est 15e. On est un peu dans la continuité, un peu pire, mais de ce qu'ils ont fait l'an dernier. Et finalement, donc tout ça dresse un tableau très moyen. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'y croire aussi un peu ? Dans le sens où, comme dit, Draymond Green a été absent une partie de l'année à cause de sa suspension. Bon, ça, c'est pas non plus un coup du sort, hein, c'est à cause de lui, mais je veux dire, de facto, on a quand même perdu sur le terrain pendant un nombre de matchs, son apport défensif notamment. Donc, ça fait aussi partie ça a influencé le chiffre de la moyenne générale, je veux dire. Et puis l'autre raison, c'est aussi le fait que, comme dit, on a 2 saisons en une, avec une formule qui a été trouvée sur la deuxième partie de saison, avec Kuminga titulaire, et tu vois, depuis mi-janvier, donc depuis que Kuminga est repassé avec un gros temps de jeu, grosso modo, il sera titulaire en fin janvier, mais dès le 15 janvier à peu près, il avait des gros temps de jeu. Et donc depuis mi-janvier, le net rating a monté à plus 4,5. Donc tu vois, mine de rien, plus 4,5, on est déjà sur un niveau d'équipe qui est différent, qui est largement meilleur que le chiffre moyen de toute l'année. Et avec 10e en attaque, donc ça change pas trop. Par contre, 9e en défense. Donc c'est aussi là-dessus qu'ils sont allés gratter des points. J'avais fait d'ailleurs un podcast sur la défense retrouvée des Warriors à l'époque, si vous voulez remonter un peu le fil, vous verrez un peu plus en détail, mais clairement, il y avait un côté où la défense a été remontée parce que le profil du Kuminga était assez polyvalent et permettait de garder un peu de Draymond off-ball, plus des schémas plus dynamiques, plus plein de choses. Bref, depuis mi-janvier, plus 4,5 de net rating, c'est quand même un indicateur qui dit « Ah ouais, on n'a pas affaire à une équipe moyenne ou moyenne bonne. » Non, ça commence à être assez solide. Donc, est-ce qu'on peut se projeter sur 2025 avec peut-être un peu plus d'ambition ? Je te pose la question. Clairement, je pense qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui laissent en fait toute la question, c'est est-ce qu'il y a encore ces 2-3 années, ces 2-3 fameuses années dont tu as parlé. Et il y a beaucoup d'indicateurs, notamment le niveau de Draymond Green. J'avais une stat, du coup je vais la dire tout de suite, mais quand Draymond Green et Jonathan Kuminga sont ensemble sur le terrain, ouais. Ils ont un super net rating, ils ont plus 11 de net rating. Mais c'est aussi notamment dû au fait qu'ils shootent à 41% sur cet échantillon qui est pas très grand, mais surtout ils sont à 109 de defensive rating, et je trouve que ça recoupe parfaitement bien avec ce que tu as dit, c'est-à-dire en fait l'intégration de Jonathan Kuminga, qui pour le coup, alors c'est pas forcément un joueur de niveau All Defensive Team, etc. Mais en fait, son simple profil a permis de déployer, on va dire, je trouve que j'aime bien ce mot, mais de déployer Draymond Green à son plein potentiel. Et quand on voit les chiffres un peu de Draymond Green défensivement, ils sont excellents, encore plus sur la deuxième partie de saison. En tout cas, l'œil nous dit que c'est encore meilleur sur la deuxième partie de saison, et on y reviendra de l'autre côté. Mais t'as aussi Stephen Curry qui a fait une saison un peu en deçà de l'année dernière, mais ça reste une saison de très 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 haut niveau, calibre l'NBA, je pense, assez facilement. Oui, c'est décevant, donc, on en parlera, mais c'est décevant par rapport au standard de Curry, ouais, ça veut pas dire mauvais. C'est ça, c'est exactement ça, ça reste dans le gratin des attaquants NBA, et oui, en fait, t'as ce truc où t'as un peu ce défenseur un peu d'élite et cet attaquant d'élite des deux côtés. En plus, t'as toujours le fond de jeu, les chiffres c'est toujours les mêmes. Enfin, t'as peut-être la qualité qui est moins bonne, mais le fond de jeu proposé est toujours là. Donc clairement, avec cette fin de saison, quand on recoupe un peu les deux choses, forcément, si t'avais un net rating négatif au début et que t'as fini avec un net rating positif, ça veut dire que t'avais un net rating encore plus positif sur la deuxième partie de saison, et ça laisse présager, on va dire, de bonnes choses, et on peut espérer que les Warriors ne sont pas morts. Je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Okay, après, je pense qu'il y a aussi des problèmes. La construction d'effectifs, là, on enregistre fin juillet, le 30 juillet, donc voilà, la free agency est passée. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'énormes moves, donc il y a un peu cette déception. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cet aspect de mine de rien. Bon, voilà, Draymond Green a manqué une partie de l'année, mais quand il est revenu, on a aussi trouvé en plus une bonne formule. Bon,
peut-être que si on regarde seulement la deuxième partie d'année, on peut se dire, ok, il n'y a pas eu un énorme coup à la free agency, en tout cas pas encore au moment où nous on parle. Peut-être que Markkanen va arriver, même si j'en doute, mais du coup, comme je dis ça, il va arriver. mais non, mais je veux dire, on est quand même sur une meilleure lancée sur la deuxième partie d'année, comme dit, hein, le net rating, ouais, plus 4,5, on est sur un autre niveau d'équipe, quoi. Et bon, tu sais que le net rating individualisé, ça vaut pas grand chose évidemment, mais par contre, c'est vrai que tu vois, pour un joueur offensif, on peut prendre plutôt l'attaque, et comme tu dis pour la défense, le duo Draymond Green Kuminga, le net rating général il est moins pertinent que simplement regarder la défense, parce que c'est là-dessus que l'impact défensif, on va dire individualisé à ce genre de raquette, oui, ça marche, et ouais, en fait là-dessus on voit tout l'impact d'avoir une raquette beaucoup plus dynamique. Et pourquoi est-ce qu'aussi on parle de déployer Draymond Green, c'est que tu remplaces un mec qui était le moins flexible du monde, donc Kevin Looney, qui en termes de profil et de polyvalence, c'est extrêmement rigide. Je peux être que sur un seul type de joueur, donc ça fait que Draymond Green aussi doit être sur un seul type de joueur, parce qu'il faut déjà qu'on mette Looney sur le bon mec, et donc Draymond Green, tu prends celui qui reste, quoi, en gros. Alors que là c'est l'inverse. Avec Kuminga, lui il est tellement bon en tant que défenseur on-ball, il peut être mis sur des petits, il peut être mis sur des gros, il peut être mis sur des soit pivot, ça dépend lesquels, mais soit pivot, soit poste 4, et en gros tu pouvais mettre Kuminga en premier rideau du coup, et donc laisser un peu Draymond en safety de la défense derrière, quoi, qui peut un peu combler les brèches et faire sa défense off-ball, ce que tu ne pouvais pas complètement faire quand tu avais Kevin Looney, où Kevin Looney peut pas défendre n'importe qui, il peut défendre qu'un seul type d'attaquant, et donc il faut absolument mettre Kevin Looney ici. Et donc, en conséquence, Draymond ne pouvait pas être mis avec autant de liberté sur tel ou tel match-up. Donc c'est aussi ce que permet ça. Et stat intéressante, c'est que sur la deuxième partie de l'année, donc à partir de mi-janvier, c'est la défense qui a autorisé le moins de tirs au panier. Ils sont premiers de NBA en termes de nombre de tirs au panier autorisés. C'est aussi pour ça que le defensive rating est beaucoup remonté. Et donc un top 10 sur la deuxième partie de l'année. Tout ça part aussi de là, du fait qu'on a retrouvé une défense qui verrouille le panier comme avant. Alors, les tirs qui sont pris au panier ne sont pas bien défendus, parce qu'il n'y a pas un protecteur de panier d'élite, clairement, pour venir effacer le tir. Mais en tout cas, ils arrivent à très bien, avec leur schéma, à boucher les espaces et empêcher les tirs au panier. Et rien que ça, tu as une victoire un peu de rentabilité. Donc forcément, ça aide. Et comme dit, à voir à quel point ça peut se prolonger. Mais je pense qu'on a trouvé une base défensive, peut-être pas offensive, mais défensive assez intéressante avec cette raquette-là. Alors attends, du coup je te lance. Quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Warriors 2024 ? C'était 30. C'était 30 parce que les Warriors, alors comme tu l'as dit, sur la saison, ils sont premiers en fréquence autorisée au cercle, mais ils sont 30e en fréquence autorisée sur les short mi-distance. Et aussi, en fait, c'est 30, c'est 2 fois 30, parce qu'ils sont aussi 30e en termes d'efficacité autorisée sur les short mi-distance. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est assez parlant, parce que du coup, j'ai revu pas mal de matchs, en tout cas quelques-uns, notamment le play-in face aux Kings, et c'est vrai que ces schémas sont beaucoup plus en switch, et c'est vrai que les rotations sont souvent bien meilleures, notamment avec, on en reparlera, mais l'entrée de Podziemski à la place de Klay Thompson, Kuminga, etc. Mais je trouve que c'est vraiment frappant à quel point tu as souvent Draymond Green qui est là et qui fait la rotation, donc t'es premier en défense en termes de fréquence au cercle, tu prends aucun tir au cercle, mais en termes de short mi-distance, t'as vraiment, je trouve, alors je sais pas si c'est un compromis, je sais pas à quel point t'es prêt à l'accepter, et encore une fois, c'est sur l'ensemble de la saison, mais t'as vraiment ce côté où les équipes s'arrêtent énormément sur le short mi-distance et en prennent des tonnes avec beaucoup de réussite, parce que souvent aussi quand t'es dans des schémas en switch, forcément ça amène à ce que parfois ce soit Stephen Curry qui fasse la rotation, et donc il a beau faire la rotation, le tir il le conteste très mal sur le short mi-distance, ou que ce soit Podziemski aussi qui est pas mal, ou des joueurs comme ça, donc et même Draymond Green qui, comme tu as dit, est pas un joueur avec il a pas le niveau de dissuasion forcément, parce qu'il a pas les outils physiques d'un Rudy Gobert, voilà, si on prend la référence. Et donc voilà, c'est un peu le défaut aussi de cette défense qui a été trouvée. C'est
plus aussi, c'est plus pour parler un peu de cette défense qui est beaucoup plus switchable. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais interchangeable. C'est voilà. Polymorphe, c'est une porte d'entrée de cette défense, voilà. Mais finalement, t'en as déjà pas mal parlé aussi avant, parce que au début, je voulais parler de transition, t'en parleras peut-être, mais vu que t'as déjà fait un podcast entier sur la transition, je me suis dit, bon, on va aborder un autre thème. Non, je comptais en reparler justement, pour pas que les gens soient obligés d'aller écouter un ancien podcast. Mais vas-y, si t'as des chiffres en transition, je t'en prie. Non, bah, je vais te laisser en parler. Moi, je voulais plus parler, du coup, me concentrer sur ce côté un peu line-up petit ça montre bien, en fait, je trouve, l'impact de Draymond Green. C'est-à-dire, tu concèdes aucun tir au panier parce qu'il fait la rotation, mais tu n'as pas en fait, t'as énormément de flotteurs qui sont concédés ou même, que ce soit par les guards, on a un peu le flotteur classique en tête, mais aussi par les intérieurs, notamment Sabonis qui avait beaucoup utilisé en fait ce flotteur sur short roll sur certains matchs que j'ai revus. Donc voilà, c'était un peu pour parler de ce micro défaut chez les Warriors, qui est aussi une qualité vu que tu n'encaisses aucun tir au panier, quoi. Et pour parler du coup du niveau de Draymond Green qui est encore malgré ses suspensions assez incroyable, quoi. Bah, c'est vrai que pour le coup, je dirais pas que c'est négligeable, mais en tout cas, je préfère ça. Je préfère ce côté, on concède beaucoup de tirs dans la short mi-distance, donc un peu la zone des flotteurs, la zone autour du panier, si ça nous permet de mieux protéger le panier, quoi. Donc, tu vois, je dirais pas qu'on pinaille, mais en effet, c'est quand même moins important ça que leur force d'avoir complètement verrouillé le panier, parce qu'en plus j'ai dit le classement où ils étaient premiers de NBA sur la fréquence panier, mais en plus le chiffre en soi, je veux dire pas que le classement, ils sont à peine 25% des tirs, le chiffre en soi que le chiffre brut, je veux dire 25% de tirs autorisés au panier, ce qui est extrêmement peu par rapport à d'autres. Donc t'as un véritable gain là-dessus. Et c'est vrai que j'aimerais bien un peu continuer là-dessus, sur cet aspect sur ce modèle d'équipe. Parce que, comme dit, le modèle d'équipe de début de saison, je trouve un peu moins bon. Mais alors justement, je peux enchaîner sur la mienne, la deuxième, parce que bon, c'est un peu pour l'attaque, mais en fait tout est un peu lié. Moi j'avais 26, puisqu'ils sont 26e en fréquence de contre-attaque cette année au global. Je parle au global, non pas depuis janvier, mais au global, 26e sur 30. Et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout en termes de nombre de contre-attaques, ce qui sont évidemment un exercice où les points sont les plus rentables, les opportunités les plus faciles, évidemment, ça vous le savez. Et c'est vrai que c'est pour moi un bon reflet de cette saison, en tout cas d'une partie de l'année où on a beaucoup manqué de ce fameux dynamisme, en fait. Clairement, à mon sens, je pense que c'est intéressant de voir des deux côtés, même si je crois qu'à l'époque où j'avais fait ce podcast sur la transition défensive, j'avais aussi noté que pour l'instant ça se voit pas dans les chiffres, parce que littéralement les 10 matchs qu'on avait vus avec Kuminga titulaire, ils avaient affronté les 10 meilleures attaques de transition. Donc leur défense, même si eux, le personnel était un peu meilleur sur le terrain, mais ils souffraient autant parce qu'ils avaient affronté les mauvais adversaires. Mais bref, revenons à la contre-attaque offensive pour Golden State, donc ils sont mauvais. Et de l'autre côté, on est aussi, les Warriors étaient 4e sur 30 à l'offensive rebound cette fois. Donc, en fait, on s'était vraiment mué sur une équipe qui était beaucoup plus lente, une équipe de vieux, entre guillemets, un peu caricaturée, mais ce côté, on va être plus lent, on va jouer sur demi-terrain, on va aller attaquer le rebond offensif. Et par contre, on va être très mauvais sur tout ce qui est jeu de contre-attaque à la fois offensif et défensif, quoi. Et je pense que c'est un peu lié au fait que, comme dit en début de saison, on avait à la fois Kevin Looney qui peut pas courir, et qui au contraire est plutôt bon pour aller créer du chaos dans le rebond sous le panier, et donc mobiliser un box-out ou deux, et donc ça va faire des rebonds offensifs pour l'équipe. Et puis il y avait aussi Chris Paul aussi, pour le coup, qui s'est blessé ensuite en cours d'année, mais qui a démarré l'année. Chris Paul non plus, c'est pas un mec qui va beaucoup accélérer le jeu, et c'est pas non plus, on est plutôt sur du jeu posé, quoi. Donc je pense qu'on voit un peu dans ces chiffres-là ce côté qui m'a pas plu en fait cette année. Clairement, moi c'est un peu ce qui m'a pas plu, parce que quand tu as une pièce comme Curry en attaque, ton jeu est censé être un peu autour du dynamisme offensif, de la synergie, le mouvement, etc. L'attaque de Steve Kerr, on la connaît. Et de l'autre côté, avec un Draymond Green, comme tu l'as dit aussi, c'est pas Gobert, quoi. C'est pas le même profil. Donc, c'est un défenseur qui est beaucoup plus polyvalent et dynamique qu'un vrai protecteur de panier classique. Donc, tu es censé aussi avoir un peu ce genre de schéma. Et pour moi, ça a été un peu la déception, c'est que des deux côtés du terrain, on a été un peu une identité collective globale qui était en décalage par rapport à l'identité de Testa, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais il y avait ce côté où, le mouvement de Curry n'a pas été amplifié, et c'était au contraire, lui, le seul mouvement
je caricature, qui devait être au milieu d'une attaque assez lente, quoi. Et en défense, c'est pareil. En défense, finalement, on a un mec dont la force est le fait de bouger, de faire des stunts, le volume off-ball et le dynamisme. Et finalement, on avait, encore une fois, une identité d'équipe qui, collectivement, était plutôt lente, plutôt on va jouer avec un deuxième gros, etc. quoi. Donc, c'était un peu décevant ce décalage. Et tu vois, de manière un peu marrante, une fois que tu intronises Kuminga dans le 5 de départ, et même plus que ça, avec un énorme temps de jeu, plutôt que seulement un joueur gadget, tu t'en fais un titulaire, un gros titulaire, finalement, le rebond offensif passe de 2e avant ça à 5e, donc tu perds même pas trop là-dessus, hein, donc que ce soit une stratégie globale avec plein de gens qui attaquent le rebond, ça permettait un peu de maintenir ça, et par contre, tu t'améliores beaucoup en transition déjà, tu passes de 28e avant ça à 19e, donc c'est pas encore parfait, mais on a tout de même une amélioration du nombre de contre-attaques offensives. Donc voilà, c'est un peu ma déception, c'est que je trouve, le choix qui a été fait, soit c'est un choix, soit c'était de facto parce qu'on n'avait pas d'autres pièces, mais j'ai pas aimé aussi la manière dont a joué Golden State, qui était un peu loin de ce qu'on imagine un peu dans la théorie de l'équipe, en fait. Et ça, c'était aussi beaucoup, comme tu l'as dit, beaucoup drivé par cette seconde unit. Il y avait aussi Dario Saric qui était assez lent. Ouais. Et je trouve que cette stat, c'est une des stats qui se voit le plus sur le terrain quand on regarde un match des Warriors. Quand vous prenez un match au hasard des Warriors, c'est après la transition, ça se voit vite, c'est du grand espace, etc. Mais il y a énormément de transitions concédées parce qu'ils attaquent le rebond aussi. Voilà. Et il y a aussi énormément de contre-attaques pas défendues en fait, à 3 contre 1 ou 3 contre 0. Et c'est assez choquant. Et comme tu l'as dit, tu y perds pas trop au rebond, même en intégrant finalement, t'intègres pas que Kuminga, il y a aussi Podziemski qui a été intégré dans le 5 majeur et qui a un vrai très bon sens du rebond. Et donc ça fait qu'avec Kuminga et Podziemski, par rapport en fait à un Klay Thompson et Looney, le cumul des deux, t'y perds pas beaucoup. Et sur la transition, moi j'avais des petites stats aussi du coup au cas où si on parlait de transition. Et en fait c'est la fréquence le on-off, le différentiel de transition joué après une interception avec Kuminga et Podziemski. Et avec Kuminga, c'est plus 12,1%. Donc en gros les interceptions qui sont converties en transition, parce qu'avant il y avait beaucoup d'interceptions qui étaient pas du tout converties, et Podziemski c'est plus 9,3, alors c'est 91e centile pour Pods et 96e centile pour Kuminga, et c'est ça, alors ces chiffres, ça veut dire que Kuminga et Podziemski sont bons, mais ça montre aussi, je trouve surtout, que avoir un chiffre si élevé, et c'est un peu tout le jeu des on-off souvent, quand tu as un chiffre si élevé, ça veut dire que quand ils sont pas là, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais, et donc ouais, il y a eu vraiment une mutation, et sur des points finalement qui on pourrait se dire que c'est négligeable, mais pas du tout, qui sont très très importants, et qui leur faisaient beaucoup de mal sur leur rating, on va dire, défensif et offensif, parce que sur le mi-terrain, ils étaient finalement... c'était pas une vraie équipe négative, quoi, si on jouait juste du demi-terrain, mais malheureusement le basket c'est pas que ça, donc c'est vraiment, je te rejoins, c'est vraiment peut-être le point clé de la saison des Warriors. Ouais, et puis comme dit, c'est une question ça colle pas à l'identité, je trouve. Ouais. Et on a vraiment eu, comme dit, une équipe de vieux, quoi. Et tu vois, autre indicateur de ça aussi, je trouve, ils sont dans le dernier tiers de NBA en termes de création de turnover, en termes d'interception. 22e au turnover percentage défensif. Voilà, si on commence un peu à adopter des schémas avec une raquette dynamique à la Draymond Green Kuminga, on peut attendre mieux, quoi. On peut attendre plus. Et là, pour moi, c'était encore un signe, un indicateur de ça. On a eu une équipe qui courait pas, qui faisait pas d'interception, qui attaquait le rebond offensif, qui avait son rythme un peu lent, qui allait au rebond. Enfin bref. Mais voilà, t'avais du Chris Paul, t'avais du Klay Thompson, t'avais du Kevin Looney, beaucoup, comme tu as dit, t'avais aussi du Darius Saric. Voilà, tout ça, je crois que les 4 sont partis. Non, Kevin Looney est resté, je sais plus exactement, mais peut-être dans un rôle un peu plus mineur pour l'an prochain. Je veux pas dire de bêtises au niveau contrat, mais il est encore sous contrat, on est d'accord, hein? Oui, il me semble. C'est ça, 8 millions pour 2025, quoi, c'est ça, exactement. Mais voilà, tu remplaces ces 4-là par tiens, plutôt que Kevin Looney, on va faire jouer Kuminga, on va faire jouer Tracy Jackson Davis. Déjà, il y a plus de punch, il y a plus de pop, mais pas que tu vois, pas que sur transition, hein, même sur demi-terrain.
Il y a plus de dynamisme, même sur du jeu posé, je veux dire. Ça bouge plus, quoi. Il y a une espèce de... il y a beaucoup plus de moteur, on va dire, de mouvement, là où avant c'était Steph un peu... Enfin, uniquement Steph, quoi. Si en gros, c'est le trait et un peu Klay Thompson, quoi. Et puis pareil, Chris Paul et puis Klay Thompson... et puis Darius Saric, voilà, tu remplaces tout ça par des Podziemski qui courent partout, par des, enfin voilà, à mon avis, il y a une identité qui pourrait se dégager vu le profil de la raquette défensif et vu le profil de l'attaquant. T'entoures tout ça avec, comme dit, Wiggins, ça peut courir, ça peut bouger, Podziemski, Moses Moody, Tracy Jackson Davis pour le rôle un peu dynamique sur pick and roll, etc. Je pense que j'aimerais bien pour ouvrir pour l'an prochain 2025, un peu plus repartir dans ce côté-là, parce que on a vu qu'un peu l'entre-deux, le deux cycles à la fois, et les vieux et les jeunes, ça a pas trop marché. Donc voilà pour le bilan de cette année, de ce point de vue-là en tout cas. On peut avancer. Quelle est ta troisième stat du jour à nous proposer pour les Golden State Warriors 2024 ? Alors ma troisième stat, c'est encore un on-off, c'est plus 6,2 et c'est le on-off de Brandin Podziemski. Et en fait, ce qui est intéressant, je pense, avec cette stat, aussi, c'est de la mettre avec le on-court, plus 5,3 quand Brandin Podziemski, donc le rookie de Santa Clara, enfin, pas de Santa Clara, des Warriors, mais qui était à Santa Clara, l'an dernier. Il est surtout à mettre, je trouve, en perspective avec celui de Klay Thompson, qui est de moins 4,5. Donc, en fait, je voulais parler un peu des deux joueurs et finalement, on l'a dit, on a eu une transformation avec Kuminga et Podziemski à la place un peu, on va dire, dans le 5 majeur de Klay et Kevin Looney. Et donc, un peu expliquer, pourquoi finalement on a ces chiffres cet écart si important quand Brandin Podziemski est sur le terrain. Et c'est vrai que je trouve que c'est le role player un peu parfait, ou presque. Enfin, il est pas parfait évidemment, mais le profil a beaucoup plus de sens et de valeur qu'un Klay Thompson vieillissant. Déjà, je pense que le point central, c'est la défense. On en a beaucoup parlé, mais en revoyant pas mal de matchs, Klay Thompson, c'était vraiment enfin, il a fait une saison défensive catastrophique. Off-ball, on-ball, le play-in, quasiment toutes les premières actions des Kings démarrent par des actions où on cible Klay Thompson off-ball et où il se fait prendre dans l'écran, où il fait pas la rotation et Keegan Murray commence fort le match parce qu'il a des tirs ouverts, des drives, etc. Et là où Brandin Podziemski, on en avait parlé, je pense pendant l'hebdo parce que c'était un peu une des histoires de la saison et il avait notamment fait un super match dans un super match qui était le Celtics Warriors, qui était vraiment des meilleurs matchs de la saison. Mais voilà, il y a ce côté, on va dire, défensivement off-ball qui est bien meilleur. On-ball, il a pas un très grand spectre, mais c'est bon, il est capable d'être on-ball. Et surtout, offensivement, il a ce côté, je trouve, beaucoup plus connecteur et beaucoup plus dynamique, où il est capable de jouer des pick and roll, notamment, par exemple, on l'a pas trop vu, mais il pourrait dans la théorie jouer des pick and roll avec Stephen Curry en poseur d'écran. Il peut jouer du short roll, il peut faire plein de choses et il amène de la transition. Et donc, je trouve que ce chiffre, il montre bien à quel point finalement Brandin Podziemski, qui est pas un joueur incroyable, mais de par son simple profil en fait. Et je pense que c'était surtout ça avec les Warriors. Il y avait une question de le profil de Klay Thompson, en tout cas le niveau de Klay Thompson. Finalement, il était plus assez bon et le remplacer par un joueur qui est finalement pas incroyable avec Brandin Podziemski, mais qui a un profil qui colle beaucoup mieux avec ce dont t'avais besoin, cette défense et cette attaque, et ben ça donne des chiffres de on-off assez importants avec Podziemski. Ouais, c'est ça, c'est plus pour moi une question de niveau que de profil, en tout cas, parce que tu vois, le vrai Klay Thompson, le fit est parfait. C'est juste que dans son rôle, il est plus aussi bon. Mais alors, redis du coup les chiffres précis, redis-les une deuxième fois si tu veux bien. Ouais. Alors, Brandin Podziemski a plus 6,2 de on-off. Ouais, donc plus 6 points par 100 possessions, ok. Voilà. Et quand il est sur le terrain, l'équipe est à plus 5,3 de net rating. Ouais. Et Klay Thompson est à moins 4,5 de on-off.
Il me semble que c'est ça. Attends, ouais, c'est ça, moins 4,5. Et le net rating quand il est sur le terrain était de, pardon pour la petite, était de plus 0,4. Le odd courte. Donc voilà. Est-ce que tu as fait un pari avec Azad pour me tester et dire le plus de net rating individualisé possible pour m'énerver ou pas? Non. Non, moi je suis pas fan sur ce genre de chiffres individualisés parce que la corrélation est peut-être pas assez grande entre le joueur et enfin la présence du joueur et le chiffre, mais non mais l'idée, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, effectivement, ce côté où en fait plus généralement Podziemski a fait beaucoup de bien avec alors même si lui, on pourra en reparler aussi, hein, ou on peut le faire maintenant, mais il y a peut-être aussi quelques, tu vois, en termes d'efficacité générale, par exemple Podziemski, on est quand même pas bon du tout, quoi. Encore pour l'instant, je crois qu'il est à moins 7, moins 8% d'efficacité par rapport à la moyenne, ce qui est quand même pas mal. Mais non, il y a un aspect de je pense de défense collective surtout que j'aime beaucoup chez lui, au-delà du côté connecteur en attaque qu'on connaît, hein, c'est-à-dire toujours en train de bouger, toujours en train de fluidifier le jeu, les cuts, et puis les cuts avec ballon, enfin, ou les cuts en faisant une passe aussi, enfin voilà, extra passe, etc. Donc il fait beaucoup de bien en attaque, mais en défense aussi, il y a ce côté intelligence de jeu, placement, toujours pas mal, parce que c'est vrai que sur l'homme, alors il est actif, il est compétent, mais il a aussi des limitations. Il n'a pas un spectre qui va très haut, quoi, en termes de taille, à cause de sa taille et son envergure de bras qui sont pas géniales. Mais voilà, ça peut être un mec, comme on dit, au point d'attaque, sur des meneurs ou des arrières, qui est très compétent. Et globalement, de l'autre côté, je pense qu'on peut aussi basculer sur un peu la conversation Klay Thompson. Moi, j'avais noté un chiffre qui était 99, qui était son true shooting plus, en fait. Donc true shooting plus, qu'est-ce que c'est? L'efficacité relative à la moyenne au scoring individuel. Donc 99, on fixe la moyenne à 100, ça veut dire que le chiffre est 1% plus bas que la moyenne. Donc bref, il est au niveau de la moyenne, grosso modo. Je peux te dire aussi ces chiffres depuis son retour de blessure, qui sont 97, donc moins 3% par rapport à la moyenne, pour arriver à 100. 99 et 99. Bref, on est dans ces eaux-là. Quels étaient ces chiffres avant 2019? On était sur du 107, plus 7%, plus 7%, plus 10%, plus 11%. Voilà, on a clairement un joueur qui est très différent. Et là, on parle que de l'efficacité offensive, hein, finalement. Parce que c'est vrai que la défense, tu l'as dit aussi, lui, ce n'a jamais été un génial défenseur off-ball. Il y a toujours eu parfois un niveau moyen, voire parfois de petites erreurs, mais c'était pas très grave parce qu'il y avait ce côté, défenseur très polyvalent. Lui, justement, au point d'attaque, et même pas que le point d'attaque, ça pouvait monter sur des postes 3, voire poste 4, parce que très costaud pour un poste derrière, assez grand, assez long. Donc la défense on-ball était au niveau. Là, c'est vrai qu'avec les blessures, ça affecte aussi la mobilité défensive, donc le niveau défensif était plus le même, mais surtout au niveau de l'efficacité. Donc pour moi, c'est là qu'il y a la plus grande perte, parce que on n'a plus le même rendement, qu'on n'a plus la même valeur en termes de, la valeur ajoutée offensive, très, très simplement. Et tu vois, tu regardes un peu le pourcentage de paniers assistés, finalement, on a globalement le même joueur, hein. On est autour des 80% de paniers assistés, comme avant, en fait, hein. Donc, il n'y a pas du tout un côté soit plus role-player qu'avant, soit au contraire, je veux plus de responsabilité qu'avant. On a grosso modo le même joueur. Au niveau des fautes provoquées, il n'a jamais vraiment été très bon, donc là, c'est pas non plus, c'est pas un domaine sur lequel il aurait pu chuter, parce qu'il part déjà d'assez bas, hein. C'est pas un mec qui va provoquer des tonnes de lancers francs pendant les tirs, etc. Au niveau du 3 points, on est encore à 39%, ce qui est très bon, hein, 39%. Avant, il avait fait, les 2 années d'avant, il avait fait aussi 41 et 39%. Donc voilà, on est au niveau élite. C'est vrai qu'avant, on n'était pas au niveau élite, on était au niveau Uber élite. Voilà. C'est-à-dire qu'on était 42, 43, 44%, 45%. Et comme je le répète assez régulièrement, il y a le même écart entre 36, qui est la moyenne, et 40, qui est considéré comme élite. Mais il y a ce même écart entre 40 et 44. Donc, en effet, déjà, là, il y a peut-être une perte d'efficacité ici, parce que quand on est seulement élite à 40 et plus méga giga dieu vivant, Kyle Korver, JJ Redick, Klay Thompson, Stephen Curry à 43-44, déjà il y a une différence. Donc ça joue sur la perte d'efficacité par rapport à son prime, mais surtout comme on a dit, les blessures et l'âge font qu'on a une perte de mobilité en défense, mais aussi une perte au panier. Et si vous voulez regarder l'indicateur le plus intéressant par rapport à des blessures, allez regarder par rapport à Wes Matthews avant et après la blessure, allez regarder Isaiah Thomas avant et après la blessure à la hanche. C'est au niveau du panier que ça se voit, au niveau de la fréquence de tir au panier. Et là, c'est vrai qu'il avait jamais été génial, c'était pas son jeu, mais on est passé de 20-22% de fréquence au panier à peine 9 ou 10%, quoi. Donc la perte de rentabilité et d'efficacité, elle se fait là aussi. Et je pense qu'on est aussi juste sur quelqu'un qui vieillit et qui a plus ce jus-là, et qui, en plus, à cause des blessures. Donc, c'est un peu triste. Alors, il est parti, on a tourné la page côté Warriors. Mais c'est aussi, malheureusement, une des raisons de pourquoi est-ce que ça marchait aussi moins bien.
c'est que justement tout ce qu'il pouvait apporter de mouvement, de dynamisme, de shoot, de spacing d'élite dans son prime, bah c'est vrai que depuis la blessure, c'est un peu moins étincelant, quoi. Ouais, oui, clairement, c'est assez frappant. Depuis son retour de blessure, il est à 10% ou 9% au cercle. C'est ça, ouais. Et ouais, et avant, bon, c'était pas génial, mais ouais, comme tu dis, il y a un manque à gagner là-dessus assez flagrant et ne plus avoir cet impact offensif réduit et avoir un apport défensif qui, franchement, je trouve négatif, bah, ça fait un joueur qui finalement, ouais, avait pas plus la valeur qu'il avait précédemment. Et t'en as parlé un peu, mais du coup, je rebascule sur Podziemski et son efficacité, parce qu'il y a quelque chose, une stat qui est assez marrante. Enfin, une stat. C'est plutôt un ensemble de stats. C'est en termes d'efficacité par zone. Bah, Podziemski, en fait, il est pas mal, parce qu'il est 67% au cercle et 39% à 3 points. Et bon, à mi-distance, il est à 39%, donc c'est pas génial. Mais on se dit, bon, bah, au cercle à 3 points, c'est ce qui compte, il va être super bon. Et en fait, le fait est qu'il prend très peu de 3 points enfin, très peu. Peu de tirs au panier et peu de tirs à 3 points et énormément de mi-distance. Et du coup, on a une efficacité qui est mauvaise, même vraiment très mauvaise, mais uniquement de par le prisme des volumes. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est, j'avais fait ça, je divague un peu, mais vous comparez en fait les efficacités par zone avec un Cason Wallace qui est aussi rookie, c'est quasiment les mêmes. Quasiment à 1% près, 2% près. Et en fait, Cason Wallace, il prend que des 3 points ou des tirs au cercle, et il est, je crois, à 106 ou 107 de true shooting plus. Donc, il y a un écart de 15-16% avec Brandin Podziemski. Et donc, là-dessus, c'était aussi peut-être pour dire que c'est peut-être pas, on n'était pas condamné à avoir un joueur inefficace et un compromis d'inefficacité avec Brandin Podziemski, même si évidemment, bah, par exemple pour aller au cercle, je pense qu'il y a des limites, même s'il a un très bon footwork, mais de taille et d'explosivité verticale et même horizontale, quoi. C'est un peu Podziemski contre Cason Wallace, tu dis, c'est un peu comme genre t'as deux élèves qui ont eu 14 sur 20 et 7 sur 20, sauf qu'il y en a un, il a eu 14 sur 20 en maths et 7 sur 20 en dessin, et l'autre c'est l'inverse, l'autre il a eu 14 sur 20 en dessin, en art plastique, et 7 sur 20 en maths, et du coup, bah ouais, la pondération elle est pas pareille, quoi, parce que les coefficients sont pas pareils. Donc là tu dis, il y a aussi ça avec Podziemski contre Wallace, c'est les deux ont à peu près la même efficacité, mais en fait quand tu quand tu pondères par rapport par rapport à l'importance et la rentabilité moyenne attendue, etc., bah, il y en a un qui finalement est très efficace et l'autre qui est en dessous du niveau de la moyenne, quoi. Exactement. Et de beaucoup, il y a un gros écart. On parle pas d'un joueur qui passe de 101 face à un joueur qui est à 99 de true shooting plus. On parle vraiment de 106 et 93, quoi. Donc ouais, il y a ce côté un peu. Alors c'est aussi parce que c'est un joueur que j'aime bien. Je le trouve vraiment cool à regarder. Mais même un peu, si on prend du recul rationnellement, on peut être optimiste. C'est pas un joueur qui est inefficace dans chaque zone, qui manque de toucher de balle, etc. Ouais. Et qui est finalement un peu. Alors je sais pas si la comparaison elle est bonne, mais LeBron. Non, je voulais pas dire ça, mais je veux dire par exemple un Bruce Brown qui est pas forcément un joueur avec le plus de toucher de balle du monde, voilà, et qui restera un joueur, on va dire assez pas forcément très respecté. Je pense que Podziemski à terme ça peut être un joueur plus efficace que en fait j'ai l'impression qu'il a fait presque la pire chose possible pour être efficace cette saison, quoi. Et c'est pas anormal, c'est un rookie, quoi. Non mais effectivement bon, l'efficacité en plus, comme dit, hein, sur des jeunes porteurs de balles, on s'inquiète pas. Tous les jeunes porteurs de balles au monde qui ne s'appellent pas Haliburton, Kyrie ou Chris Paul, ils sont tous inefficaces. Donc voilà, c'est pas une anomalie, on va dire. Il a 21 ans, il est pas efficace, et c'est normal presque. C'est la norme. Après, j'avais noté une stat, moi, justement, sur lui, qui était 63. Et je pense que tu l'as aussi. C'est le pourcentage au lancer franc. Et pourquoi est-ce que je voulais citer ça? C'est pour poser la question. Le shoot est-il réel avec lui? Est-ce que vraiment le jump shot il est pour de vrai ou pas? Et donc je cite les lancers francs parce que vous le savez, c'est toujours un excellent indicateur de ça, hein, du niveau de shoot, parce que shooter un lancer franc et shooter un jump shot, c'est a priori des qualités qui sont un peu corrélées, hein, tout ce qui est mémoire gestuelle, etc. Et donc 63% lancers francs, c'est extrêmement mauvais par rapport au standard des lancers francs, évidemment. Shooter 63% comparé à des... Enfin bref, vaut mieux 63% au lancer franc qu'un jump shot à un long tir de poing à 32%. Mais bref. Mais voilà, il y a cet indicateur au lancer franc qui
qui a l'air de dire attention, ouais, c'est pas top, quoi. Donc, essayons de creuser ailleurs. Au niveau du 3 points, cette année, il était à 38, 39, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'est bien. Mais voilà, quand tu mets le 3 points versus le lancer franc, tu dis lequel a raison, il faut que je me fie auquel, celui qui dit c'est un bon shooter ou celui qui dit attention, c'est pas forcément un bon shooter. Donc, essayons de creuser un peu. On voit qu'à Santa Clara, il était à quasiment 44% à 3 points, ce qui est énormissime, mais c'était sur 185 tentatives, donc c'était qu'une année, c'était un volume qui est pas si grand que ça, 185 sur toute l'année, en plus une distance qui était pas la même. Bon, mais c'est quand même plutôt rassurant, même s'il y a un tout petit échantillon. Lancer franc aussi, NCAA 77%, donc déjà on voit que c'est mieux. Donc, potentiellement, ça pourrait être le lancer franc en NBA qui est que, pour telle ou telle raison, de pression, d'ajustement, je sais pas quoi, voilà, c'est une mauvaise année. De petit échantillon aussi. Voilà, petit échantillon en plus, comme tu dis, c'est peut-être juste celui-là qui est pas significatif. Et probablement, je pense, mais dans tous les cas, moi je pense que je pointerai un peu ça du doigt comme le point de bascule de son profil, parce que le passing, c'est un excellentissime passeur en l'état. Alors c'est pas un passeur créateur, mais comme dit, un passeur fluidificateur assez génial. La défense aussi, on en a déjà parlé, mais pour moi, clairement, le step-up et l'important, c'est potentiellement un poste de titulaire, un gros minutage. Pour moi, il passera par justement le 3 points. Est-ce qu'on a un vrai shooter ? Parce que, tu l'as dit aussi, mais le côté aller au panier, mettre de la pression au panier, être un driver d'élite, je pense que ça paraît improbable, en tout cas, je dirais pas impossible, mais improbable. Donc ça m'a l'air d'être le point de bascule, ce shoot, et c'est pour ça que quand j'ai vu ce 63% dans ses francs, ça m'a un peu étonné. Et vous voyez qu'en creusant un peu à droite à gauche, en essayant de récupérer d'autres indicateurs, on se dit, bon, finalement, c'est peut-être pas si cata que ça, c'est peut-être juste une mauvaise année sur ce lancer franc. Et voilà, si le jump shot est là, pour moi, on a clairement potentiellement un titulaire NBA poste derrière. Pas forcément, ça va pas être ton meilleur titulaire ou le deuxième, mais un excellent titulaire NBA qui peut jouer 30 minutes et qui est défenseur connecteur assez génial, quoi. Ouais, exactement. Et avec du coup, voilà, la bascule de l'efficacité, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Qui doit être effectué, mais c'est vrai que voilà, pour attaquer les close-out, il aime bien avoir son petit, tu sais, le pas négatif, partir en dribble avec le pas négatif, etc. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à aimer, et finalement, il y a, je sais plus combien il a tiré de lancer franc, mais il en a pas tiré énormément, donc voilà, si on peut être positif, je pense, sur Brandin Podziemski, et ça en ferait un joueur, en fait, comme tu as dit, on va pas paraphraser, mais un joueur en fait déjà positif dans son année 2, enfin 2 ou 3, on verra quand est-ce que l'efficacité viendra, si elle vient un jour, mais en fait il manque pas grand chose pour avoir un joueur vraiment impactant dans une très bonne équipe, quoi, parce que faut aussi dire que une fois qu'il est rentré dans la rotation avec de grosses minutes, ça coïncide aussi avec les bons passages des Warriors, quoi, faut mettre en parallèle. Effectivement, on n'est même pas sur 80 lancers francs sur toute l'année parce que il en fait un par match et donc il joue 74 matchs. Donc on est à 79 lancers francs sur toute l'année. Échantillon, comme tu dis, pas encore représentatif. Donc ce qui explique aussi peut-être ce côté anomalie de ça sort d'où le seul indicateur qui est mauvais sur le shoot, d'où il sort. Alors que quand on regarde les autres, ça a l'air bien. Quand on regarde, comme tu dis aussi, le toucher de balle en match sur les finitions, il y a du toucher, donc ça rassure aussi. À échantillon à peu près, on commence un peu à être rassuré, c'est autour de 250-300. Au bout de 800, on est à peu près sûr du niveau. Et voilà, quand on arrivera l'an prochain, d'ici 1 ou 2 ans, peut-être avec un échantillon de 300 lancers francs tentés en carrière NBA, on aura déjà une première vraie idée de ce niveau, mais pour l'instant, donc celui-ci à mettre un peu entre parenthèses. Voilà, comme dit, c'était un peu un prétexte pour parler de son shoot et de ce point de bascule. Mais alors, je peux enchaîner. Restons un peu dans ce thème-là, des jeunes extérieurs. On parlera d'autres après. Mais moi, j'avais 71. 71, mon troisième chiffre, ma troisième stat du jour. 71, c'est le pourcentage de paniers assistés de Moses Moody. Oh. Et je ne sais pas toi ce que tu penses des joueurs. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai noté ça parce qu'en fait, l'an dernier, il était à 81%. Donc, 80% de ses paniers étaient assistés, donc consécutifs à une passe décisive, donc a priori créé par autrui. Et ce chiffre a baissé à peine 71, à peine entre guillemets, bien sûr, mais voilà, on a déjà un profil qui est un peu plus créateur apparemment, moins comment dire, vraiment le role player qui fait que ça, quoi. 71%, on a déjà un peu descendu, donc voilà, c'était un peu un prétexte aussi pour parler du joueur parce que ce surplus de création, ça vient aussi avec un temps de jeu global sur la saison qui a été plus élevé. Il a 22 ans à peine, donc c'est normal qu'il mette un peu de temps à s'imposer. Mais je trouve que paradoxalement, Steve Kerr l'aime pas trop.
Ouais. J'ai l'impression. Il le fait pas jouer. Moi, personnellement, ça fait 2 ans que je l'aurais fait jouer 20 minutes par match, quoi. Très nettement. Et il y a un truc que j'aime beaucoup avec lui, c'est en fait l'intelligence de jeu. On est sur un profil assez sobre qui aura pas beaucoup de potentiel à mon avis, encore moins de potentiel de création, tu vois, comparé à Podziemski. La différence, c'est le passing, par exemple. Là où Podziemski, c'est un feu follet, un amplificateur de décalage qui peut fluidifier le jeu, attaquer un close-out et faire la passe, ou même un peu créer sur pick and roll, en termes de création secondaire ou tertiaire. Moody, il a pas ça. C'est pas un passeur, mais pour moi, ça peut être un 3&D extrêmement intéressant, qui, comme dit, n'a que 22 ans. Et tu vois, autant je parlais du shoot comme point de bascule de Podziemski, et on était plutôt favorable. Sur Moody, je suis peut-être un peu moins favorable en l'état. On est à 36% en carrière NBA, donc en 3 années, mais pas non plus un échantillon énorme. On est à 75% en lancer franc, ça va, c'est solide. Donc disons que j'ai bon espoir qu'on ait un tir dans la moyenne, un catch and shoot dans la moyenne. Et donc quand on rajoute à ça la très bonne défense sur le ballon, la très bonne défense surtout off-ball aussi, je trouve que c'est ça là-dessus qu'il est le meilleur en termes de intelligence, playmaking défensif, mais surtout intelligence, bon placement, les bonnes rotations. Et donc en plus vient se rajouter une capacité à provoquer des fautes aussi. Et tu vois, il a une plutôt bonne carrure, Moody, et un peu de dribble. Donc il y a un côté aller au panier un peu plus que Podziemski, qui est plus petit et un peu plus frêle peut-être. Donc il y a plus d'agressivité, plus de lancers francs provoqués. Donc ça, j'aime bien. Et puis le playmaking défensif également, puisqu'il arrive à atteindre la marque de à la fois plus de 1% de block percentage et plus de 1% de steal percentage. En l'occurrence, il est même à 1,5. Et des gens qui font au moins ces chiffres-là, à la fois en block percentage et steal percentage, parmi tout ce qui est extérieur NBA, les petits, on va dire les point, combo ou alors wing, donc en excluant tout ce qui est forward et pivot, il n'y a que 13 joueurs NBA qui font ce genre de score parmi les petits, donc à la fois block percentage et steal percentage. Donc voilà, un package que j'aime beaucoup. Peut-être point d'interrogation sur le shoot, sur efficacité et volume à 3 points, mais je reste confiant. Mais défenseur ultra complet, pas de passing, mais défenseur complet, et à mon avis, quelqu'un qui peut totalement avoir sa place dans une rotation NBA, et j'étais même frustré que ce soit pas déjà le cas en fait. Bah en fait, ce qui est marrant, c'est que moi je me souviens surtout de son début de saison où je le trouve vraiment très bon avec du temps de jeu assez conséquent, et ouais, surtout sur le playmaking off ball défensivement. Ouais. Il est assez incroyable, quoi. Enfin, incroyable. Il est très bon, on va dire. Je vais arrêter de dire assez incroyable. Et je me dis, bah, en fait, si c'est peut-être, bon, t'as un compromis d'attaque par rapport à Klay Thompson, mais je me disais, c'est peut-être lui, en fait, qui va rentrer dans le 5 majeur si on change de 5 majeur, si on sort Klay Thompson. Parce qu'il y a eu un moment où on s'est dit, ah bon, bah, Klay Thompson, ça va plus, faut changer quelque chose aux Warriors, nanani, nanana. Et donc, je me disais vraiment que ça allait être Moses Moody. Et ce qui est assez bizarre, c'est que son temps de jeu, bah, d'un coup, il va baisser sur certaines périodes, il va avoir des DNP, enfin, il va pas jouer, il va jouer 2 minutes, et puis, il va être complètement laissé sur le côté, et puis après, il va revenir un peu dans la rotation, jouer 20-25 minutes, puis un peu ressortir, jouer 7 minutes, 6 minutes, etc. Et ouais, je ne sais pas trop s'il l'aime pas ou si il le trouve pas encore prêt, et je sais pas, mais c'est un peu frustrant sur certains. En tout cas, les montagnes russes de son utilisation, je trouve ça un peu frustrant, ouais. Bah ouais, parce que voilà, comme dit, il fait 6'6 de haut en termes de taille. Donc 1,98 pour ceux qui aiment les centimètres, comme nous français. Donc on a vraiment, je trouve, quelqu'un. Alors, tu vois, il a pas l'explosivité. C'est pas un mec hyper vif, hyper explosif, mais vraiment costaud déjà pour son âge. Donc ouais, j'aime beaucoup ce profil, et assez déçu de cette irrégularité. J'espère qu'il va juste finalement s'installer dans cet effectif, ou alors ça se trouve il va être échangé d'ici que le podcast soit publié contre Markkanen ou contre je ne sais pas qui. Bon, ce serait pas mal, hein, peut-être pour les Warriors d'avoir Markkanen. Je ne sais pas, on va pas faire de la fiction, mais ouais, un joueur que j'aime bien, vraiment un joueur que j'aime bien, qui est encore très jeune, qui, on le rappelle, hein, qui a été drafté il y a 2-3 ans à peine, 2021, 14e pick de 2021, la draft de Kuminga également. Donc voilà, Moses Moody, on aime beaucoup. Et bien avançons. Avançons. Quelle est donc, cette fois-ci, ta 4e stat du jour à nous présenter pour ces Golden State Warriors 2024 ? Alors celle-là, je l'aime bien.
Je l'aime bien. C'est 9%. 9%, alors c'est pas énorme. C'est le pourcentage de la fréquence de pick and roll ball handler joué par Jonathan Kuminga. Alors, comme ça, je reste dans les jeunes. Jeunes. T'as cru que j'allais aller sur Kuminga tout à l'heure, c'est ça? Exactement, c'est pour ça que j'ai été un peu surpris. Mais et en fait, 9%, on peut se dire bon, c'est pas énorme, mais déjà, c'est sur l'ensemble de la saison, donc c'est pas mal, on va dire. C'est pas mal réduit par son début de saison. Et comparé à l'année dernière, c'était 3% et ça représentait 0,3 possessions par match. Donc rien du tout. Et il était mauvais quand il le faisait. Bon, après, c'est tellement petit comme échantillon que on peut même pas dire s'il était mauvais ou bon. Mais du coup, cette année, c'est 9%. Ça représente 1,3 possessions par match. Donc, qui joue comme pick and roll ball handler, et qu'il finit comme pick and roll ball handler. Et il est à 0,93 points par possession. C'est dans le 69e centile de NBA. Donc, c'est plutôt pas mal. Et c'était un peu un prétexte pour parler de l'utilisation de Jonathan Kuminga que j'ai finalement pas mal aimé sur la deuxième partie de saison, parce que je trouve que c'est une arme qu'il n'y avait pas du tout chez ces Warriors, en tout cas chez ces Warriors 2023-24, notamment les pick and roll inversés avec Steph en poseur d'écran. Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il les mélange aussi pas mal off-ball, c'est-à-dire qu'ils vont avoir Jonathan Kuminga en tant que poseur d'écran pour faire simple, pour une sortie d'écran de Stephen Curry, pour que ce soit un pin down ou même un stagger. Et en fait, ce que fait souvent Jonathan Kuminga, c'est qu'il pose pas vraiment l'écran et il coupe au cercle, qui est du coup souvent délaissé, parce que du coup, si Stephen Curry et Jonathan Kuminga sont off-ball, c'est Draymond Green qui a le ballon. Donc ce qui fait qu'à côté il y a un bon spacing, et donc Kuminga il cut, et là-dessus il est incroyable, quoi. Il plonge au panier avant le défenseur, hein, grosso modo. C'est un peu ça l'idée, c'est que Curry va mobiliser des défenseurs à sa sortie d'écran, et donc lui il plonge au panier dans le dos, quoi. Ouais. Exactement. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça, et comme j'ai dit, les pick and roll, on va dire dans les deux sens, que ce soit Stephen Curry en porteur de balle et Jonathan Kuminga en poseur d'écran. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On est agressif sur Stephen Curry, évidemment, et donc on peut lui libérer, et lui, il a ce côté où il peut driver ultra agressivement. Il y a des séquences, j'en ai posté une sur Twitter où c'est assez dingue. Physiquement, c'est un athlète hors du commun, quoi. Ouais. Il est capable d'encaisser le contact et de continuer à monter après le contact. C'est fou. Et puis les pick and roll dans l'autre sens, où on a Stephen Curry qui pose soit un écran, soit un ghost screen, et lui il va pouvoir driver. Et même parfois, ce qui se passe, du coup sur ces actions, c'est qu'on switch pour pas laisser de décalage, et on va utiliser Jonathan Kuminga en tant que punisseur de mismatch. Et c'est vraiment très intéressant, parce que sur des petits, en tout cas c'est peut-être là où il est le moins bon, mais parce que il a pas forcément le jeu au poste, et il aime bien utiliser le jeu au poste, mais théoriquement il a le profil pour. Et surtout face aux gros, si jamais ça switch face à des intérieurs, notamment face à Al Horford, face à Domantas Sabonis aussi, il est beaucoup utilisé en fait sur presque de l'isolation frontale. Et tout ce que je viens d'écrire, je trouve que c'est des choses. En fait, c'est un profil qui avait pas du tout aux Warriors. Et en fait, et l'utilisation qui a augmenté sur du pick and roll ball handler ou des choses comme ça. Bon, c'est pas un passeur génial, mais en fait, son utilisation, je la trouve très bonne sur la deuxième partie de saison, ou en tout cas bien meilleure que ce qu'on avait eu avant. Donc voilà, c'était pour parler de Jonathan Kuminga, que au final j'aime de plus en plus, on va dire. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est cet aspect de il apporte du punch et du tranchant et de l'énergie, mais pas que en transition. C'est ça que j'aime bien, moi. C'est ce côté dynamisme, mais pas que sur le côté on se projette en contre-attaque. Pour moi, son ajout apporte aussi ce tranchant, ce dynamisme, le punch, hein, vraiment, même sur demi-temps, qu'il n'y avait peut-être pas avec les Saric, qu'il n'y avait pas avec les Looney, etc. Et c'est vrai que l'utilisation sur les pick and roll inversés, notamment, c'est assez significatif, je trouve, de son évolution. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faudra le développer.
parce qu'il est capable et parce qu'en plus t'as le meilleur poseur d'écran de NBA avec Curry, mais parce que c'est le meilleur shooter, et donc plus t'es un bon shooter, plus en général t'es un bon poseur d'écran, parce que tu vas mobiliser l'attention. En général ça se passe comme ça. Je parle de menace, hein, je parle pas de poser un écran de dureté, hein, vous aurez compris, mais voilà, Curry mobilise tellement l'attention des défenseurs que t'as peur de l'abandonner, parce que sinon il file au pick and pop, et donc ça va ouvrir des lignes de drive, hein, parce que le défenseur de Kuminga il va se prendre dans l'écran, et l'autre défenseur va pas vouloir non plus se décrocher de Curry, donc c'est pas mal. Et de l'autre côté, je trouve que ils le font déjà un peu, mais c'est pas assez le Kuminga en poseur d'écran. Et ça, je sais pas si c'est parce que lui manque un peu de technique de pose d'écran justement, ou si c'est juste que ça n'a pas encore été assez développé, ou si c'est aussi parce que si tu le mets en poseur d'écran, notamment pour Curry, ça veut dire que t'as un Draymond Green off-ball aussi parfois, et donc voilà, t'as pas un bon spacing pour que lui plonge dans ce spacing, aller au panier aussi librement qu'il aurait voulu. Mais voilà, je pense que même là encore, il y a des chiffres à aller gratter, parce que combien tu disais au niveau des possessions en tant que porteur de balle? 1,3 par match sur l'ensemble de la saison, donc c'est sans doute un peu plus sur la deuxième partie de saison, mais ça reste très peu au final. Ouais. Et tu vois, les possessions, non pas en tant que porteur de balle, mais terminées en tant que rollman, donc en tant que poseur d'écran qui ensuite plonge au panier, ou alors au pick and pop, mais en l'occurrence, lui, c'est panier. Même pas un par match, quoi. Il est en 0,5 par match de possession terminée comme ça. Je pense que là-dessus, il faudrait largement gratter plus, parce que il a un profil physico-athlétique assez impressionnant, et que s'il arrive un peu à maîtriser ce côté comment plonger au panier, comment orienter l'angle, etc., ouais, t'as quand même plein de choses à faire, quoi. Donc, il y a aussi la valeur de ce profil qui est à la fois avec ballon et sans ballon. Et donc il y a ce côté sans ballon, transition, les cuts qui sont pas mal. Steve Kerr aussi fait pas mal de systèmes, tu sais, le Paul Pierce cut. Donc en fait, dans le corner. C'est fait exprès, hein, ça vient de Paul Pierce, hein, c'est pas un hasard. Mais c'est Paul Pierce qui à l'époque coupait depuis le corner vers le panier pour un espèce de post-up, mais lui il le fait aussi soit pour un post-up, soit pour juste une coupe. Et puis t'as aussi pas mal de drive un peu depuis le slot, depuis l'aile en fait, où t'as une action qui se passe genre sur l'aile gauche, et puis d'un coup renversement vers l'aile droite, et le défenseur de Kuminga il l'avait un peu délaissé pour boucher l'espace en tête de raquette, et quand il y a renversement de jeu, Kuminga peut attaquer d'entrée de jeu et attaquer l'espace en fait. Et ça date pas de cette année, hein. Même l'an dernier, je me souviens des matchs contre Jokic où on le met dans cette position, on l'attaque dans l'espace comme ça grâce à Kuminga. Bref, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec Kuminga qui, tu vois, mine de rien, moi, en début de saison, j'étais quand même très pessimiste sur son cas, je dois dire, parce que je pense que beaucoup de monde voit le côté athlétique, mais je pense qu'il y a aussi des problèmes un peu parfois de skills, de dribble ou de QI basket, une compréhension du jeu qui était pas géniale. Donc moi, je me disais à quel point est-ce qu'il faudrait pas le vendre pour profiter de la valeur. Il est encore jeune, les gens y croient, pour aller chercher autre chose à la place et aider l'équipe. Franchement, métamorphose complète, et j'ai totalement été bluffé et conquis maintenant. Alors, je pense pas qu'il y ait un potentiel génial. Enfin, en tout cas, peut-être pas au NBA, etc. Donc, ça, toujours pas. Mais on a un vrai joueur qui a été impactant dès cette saison, et en défense et en attaque. Donc, oui, j'ai vraiment changé d'avis sur lui en quelques mois. Donc, je trouve que les Warriors ont désormais un très très bon élément, et désormais un titulaire. Je pense qu'on peut le dire pour la suite. Ouais, exactement. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont dans ce cas. De beaucoup de gens qui sont dans ce cas. Je suis vraiment fatigué. Mais non, mais c'était aussi pour dire oui que défensivement on en a un peu parlé, mais il est aussi placé dans un rôle qui lui va beaucoup mieux, où il est beaucoup plus on-ball. On en avait, je sais plus, mais en tout cas, il avait été notamment placé sur Jalen Brunson, sur vraiment le porteur de balle, parce que défensivement off-ball c'est aussi mieux, mais finalement il y a toujours des absences, et c'est finalement presque moins bien que, enfin c'est pas là où il est le meilleur en tout cas. Oui, il est plus intérieur défensif comme avant, quoi. Il est clairement, t'es en première ligne, tu vas être mis sur tout le monde, plutôt que en début d'année ou l'an dernier, comme tu dis, où il était backup poste 4, et donc lui il a pas ce volume de protection de panier, de rotation, etc., quoi. Exactement, et ça le met aussi en valeur défensivement. Donc ouais, je trouve que la fin de saison, en fait, l'utilisation elle est presque optimale, quoi, pour Jonathan Kuminga, et ça fait un joueur qui finalement est imparfait. Défensivement, il a pas le volume off ball, et c'est un peu frustrant vu de son gabarit. Offensivement, il a pas le passing, donc c'est un peu frustrant. Il a pas forcément le handle, etc. Mais en fait, ça fait un joueur très valuable, quoi, comme tu l'as dit, et je trouve ça très encourageant, on va dire, le développement sur cette fin de saison. Oui, tu vois, tu m'aurais dit il y a un an. Il y a un an, en tout cas, j'aurais été enclin pour l'échanger contre pas mal de joueurs. Là, aujourd'hui, un an après, il y a
pas mal de joueurs où je me dis non, peut-être pas, je préfère Kuminga, quoi. Ouais. Je préfère garder. Même, tu vois, Markkanen, Kuminga, je me pose la question. J'hésite un peu tout de même. Je suis pas sûr de le faire. Bah surtout, d'après les rumeurs, il y a Kuminga et 4 pics, quoi. Ouais, 4 pics, Podziemski, etc., quoi. Danny Ainge, qui a toujours refusé. Enfin, il a pas voulu faire le trade pour Jimmy Butler, pour Paul George, pour Kawhi Leonard, parce qu'il voulait pas mettre un deuxième tour de draft de Boston. Et là, par contre, lui, quand c'est lui qui vend, il réclame la terre entière pour un mec qui a un contrat d'1 an. Mais technique de négociation de Danny Ainge, évidemment. Mais alors, pour enchaîner sur Kuminga, j'avais noté 2-3 trucs. En plus, ça va dans la continuité de ta stat sur les pick and roll. Moi, c'est les stats sur drive, plus généralement. Puisqu'il a 1,18 points par tir sur les tirs en fin de drive et 6 drives par match. Toujours pas un gros volume, mais je pense que ça peut augmenter encore en plus l'an prochain. C'est en termes d'efficacité sur de fin de drive, donc efficacité de layup plus productivité aussi au lancer franc, ça inclut dedans la productivité globale. 72e centile. Parmi les drivers à plus de 6 par match, 72e centile, donc mieux que 72% des joueurs NBA à gros volume de drive. L'an dernier, on était non pas 1,18 mais 1,10 points par tir en fin de drive, et c'était 46e centile. Donc la progression, on la voit aussi concrètement, c'est pas juste qu'il fait plus de drive et que déjà avant il était bon mais il en faisait peu, on voit aussi que non seulement il en fait plus mais aussi il est bien meilleur là-dedans, et c'est pas tant le toucher de balle, c'est je pense déjà une petite progression au dribble, même si c'est pas fameux, et ça sera jamais fameux je pense, il n'y a pas trop ce dribble de avancé, mais en même temps il est tellement explosif et tellement puissant que je pense qu'il n'y a pas besoin d'énormes progrès pour un peu tout déverrouiller et tout débloquer. Il suffit juste que, tu vas pas lui demander de faire des changements de direction, changements de rythme, ce genre de drive très nuancé, très manipulation. Non, il faut que tu sois capable de faire un drive tout droit. Et vu ton explosivité et ta taille, surtout à la fin, taille plus envergure, la finition sera toujours à peu près ouverte, hein, vu les mensurations. Donc, progrès là-dessus, je trouve, le dribble devient un peu plus fonctionnel actuellement, mais surtout, et t'en as un peu parlé déjà, mais c'est le côté charpente et la provocation de faute. Il est à 16% de ce qu'on appelle le shooting foul percentage, c'est la capacité à provoquer des fautes pendant une tentative de drive, et pas en dribblant, et pas loin du panier, etc. Et pas une faute, une vraie faute provoquée pendant qu'il va tirer. Et 16%, c'est le 12e de NBA parmi les gros temps de jeu. Et c'est même, quand on enlève tout ce qui est pivot, qui ont des standards beaucoup plus élevés, c'est même le 6e non-pivot de NBA. Donc 6e non-pivot de NBA derrière des Butler, des Rosanne. Je crois qu'il est aussi au niveau de Paolo Banchero, qui est aussi élite de ce point de vue. Mais voilà, on est déjà sur un joueur d'élite, et je pense que ce chiffre de provocation de lancer franc, pour moi, d'une part, ça illustre assez bien ce côté où le dribble devient fonctionnel, et donc ça vient un peu tout débloquer, et notamment ce potentiel athlétique. Donc ça, c'est bien. Et deuxièmement, je pense que, à mon sens, c'est un peu comme ça qu'il faut le développer. C'est un peu comme ça qu'il faut développer, parce que si tu te dis, il est athlétique, donc il suffirait qu'il ait un jump shot et qu'on aura un joueur complet, tu peux l'espérer, mais je pense pas que ce soit comme ça que ça va marcher. Je pense que un Kuminga niveau All-Star, en tout cas un Kuminga très très fort, pour moi, c'est un Kuminga qui renforce ses forces, entre guillemets. Parce que le jump shot, je suis pas sûr qu'il ait le toucher de balle pour être à haut niveau, et il a un petit pull-up pas loin du panier, donc c'est sympa, mais je suis pas sûr qu'on a un jump shooter d'élite quelque part en lui. Ça paraît improbable, pas impossible, mais par contre, là où je pense que tu peux gagner et monter des marches, hein, et monter en gamme en termes de niveau de joueur, c'est si ce côté drive athlétique, il est pas juste sympa, mais il est bon, très très bon, excellent, et voire élite, quoi. Donc j'avoue qu'il y a un côté passing qui sera jamais là non plus, le côté jump shot il sera jamais là non plus, le volume off-ball en défense sera jamais là non plus, mais il y a une version défenseur d'élite face au ballon, très polyvalent, plus driver, plus cut, plus jeu off-ball, qui fait que j'ai moins de mal aujourd'hui, beaucoup moins, à imaginer une version All-Star de ce truc-là, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, j'avais d'autres petites stats, Vas-y. deux en même temps, mais qui confirment un peu ça, c'est que les Warriors en fait sont la deuxième équipe qui a le plus de paint touches, donc qui touche le plus la peinture. Et pourtant, les Warriors sont dans le même temps une des pires équipes en termes de fréquence au panier, offensivement. J'ai plus le chiffre sous les yeux, mince. Et en fait, c'est pour montrer qu'il y a un vrai. On arrive à aller au panier, mais en fait, souvent on n'a pas les joueurs pour prendre les tirs, quoi, tout simplement. Ouais. Et Jonathan Kuminga, lui, il a vraiment ce profil un peu de joueur qui peut apporter de la rim peut-être pas de la rim pressure, mais vraiment de la finition au cercle
qui manque beaucoup à ces Warriors parce que Draymond Green, c'est pas le joueur sur pick and roll, c'est plus un joueur de short roll. Kevin Looney, t'en as beaucoup parlé, c'est plus du tout un joueur de pick and roll. Après, Klay Thompson, on en a parlé. Stephen Curry, il y a toujours eu une certaine pression au cercle, mais en termes de tir au panier pris, ça a toujours été plutôt peu. Podziemski, pareil. Et vraiment, Kuminga, il a ce profil qui sort un peu du lot et qui peut apporter cette finition au panier qu'il n'y a pas forcément chez les Warriors. Quand on dit paint touches, donc les touches dans la peinture, c'est pas avec la main, c'est pas je me baisse et je touche la peinture, la raquette avec... Non, c'est évidemment en dribblant, hein, vous aurez compris, de rentrer dans la raquette en dribblant. Et c'est vrai que cette différence entre le nombre de fois où il rentre dans la raquette en dribblant, ou en tout cas avec la balle dans la raquette, et le nombre de tirs au panier, elle s'explique parce que voilà, Curry c'est plutôt un profil qui va éviter le contact et qui va chercher l'angle de layup quand il y a la finition, mais même en dehors de la finition. Tout ce qui est Curry, Podziemski, même Draymond Green ou plein de joueurs comme ça, Chris Paul aussi, ils arrivaient dans la raquette, ils arrivaient à pénétrer de par les systèmes de jeu ou de par un pick and roll, mais que s'il y a une rotation et s'il y a un mec en face, en fait, ils faisaient le kick-out, très simplement. Et c'est vrai que Kuminga sort un peu du lot sur cet aspect où, lui, c'est peut-être un des seuls, je vais pas dire implacable, mais un des seuls qui a un peu cet aspect un peu plus à volonté d'attaquer le panier, où si il vient dans la raquette et qu'il y a une rotation et qu'il y a un protecteur de panier, et peut-être que contrairement aux autres, en tout cas moins souvent, il va pas faire le kick-out, il va pas ressortir, il va pas faire un pas de côté pour tenter un lay-up de côté. Lui, c'est le mec qui peut attaquer le contact, qui peut attaquer et rester agressif. Donc effectivement, si on a le développement de ça, non seulement on a du dynamisme un peu partout sur le terrain avec des cuts, des postes d'écran ou même en pick and roll inversé ou avec Curry comme tu disais, mais on aurait aussi éventuellement rajouté à tout ce shoot et ce mouvement des schémas de cœur potentiellement un peu tranchant, et ça ferait du bien cette pression au panier qui pour l'instant manque un peu, parce que voilà, même Draymond qui parfois est un porteur de balle de grande taille qui distribue, lui il peut rentrer dans la raquette sur dribble, mais ensuite il fait le kick-out. Draymond, c'est pas le mec qui va attaquer pour aller scorer, il a pas ce genre d'agressivité, c'est pas son jeu, alors que Kuminga, oui. Donc effectivement, à suivre. Donc on était à ta quatrième, c'est ta quatrième stat du jour. C'était ma quatrième, ouais. On va la faire rapidement, la mienne, puisqu'on est quand même sur le bilan 2024. Donc même s'il n'est plus là, et même s'il va balancer des alley-oops en fermant les yeux à Victor Wembanyama, il faut qu'on parle de lui, c'est Chris Paul. Évidemment, ma stat c'était 94. C'était son True Shooting Plus. Voilà, True Shooting Plus, donc efficacité relative à la moyenne en français. Donc 94, ça veut dire que la moyenne étant à 100, il est à moins 6% par rapport à la moyenne en termes d'efficacité au scoring individuel. Et j'ai envie de dire, j'ai noté sur ma fiche, mais qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait du vrai Chris Paul? C'est un peu triste, mais en un sens, c'est ça, parce que tu vois, Chris Paul, c'est vraiment le symbole de l'efficacité ultime pour moi. Alors, il a jamais atteint en carrière des pics à la LeBron, à la Kevin Durant, à la Jokic, à la Curry. Il n'avait pas non plus le volume, mais Chris Paul, c'est par définition, tu vois, t'as la définition dans le Larousse de efficacité ou propreté, t'as Chris Paul, quoi, en photo à côté, dans le dico. Et voilà, ça fait 20 ans que Chris Paul égale efficacité. Et là, ça fait 2 ans que c'est pas le cas. Hein. Ça fait 2 ans où il est à 95 l'an dernier, moins 5% par rapport à la moyenne, et 94, moins 6%. Alors que c'est un mec en carrière, hein, comme dit, qui nous fait des plus 7%, plus 8%, plus 9%, plus 10% sur plutôt des bons volumes en plus. Donc voilà, la fin de l'efficacité, la fin du vrai Chris Paul aussi, je pense, par conséquent, parce que le vrai Chris Paul, c'était un mec qui était efficace, et ce qu'on voit aussi, c'est que la fréquence au panier continue d'aller de pire en pire et d'être extrêmement faible. Hein. 4% de fréquence au panier, 4% de tir au panier, en termes de répartition des tirs sur les zones, 4% à peine, c'est extrêmement bas. Et même encore plus bas, je crois que j'ai jamais vu ça, 2% de shooting foul percentage. Alors on a peut-être dû le voir sur des Duncan Robinson, sur des Sam Hauser ou alors sur des role-players, mais 2% pour un porteur de balle, donc il provoque des fautes seulement 2% des fois où il tente sa chance. Alors déjà c'est pas bon, mais c'est déjà 2 fois moins que ses standards il y a pas longtemps, qui étaient déjà 4% ou 5%, qui étaient déjà parmi les pires de NBA, mais là il a encore divisé par 2, il est à 2%, bref, il provoque plus aucune faute, il va plus au panier, ou quand il y a des mecs au panier, il fait demi-tour, ou il fait un kick-out, il provoque pas les fautes, il attaque plus le contact, et ça c'est le signe d'un déclin physique, mais qui est aussi normal, hein, pour le coup. Mais voilà, on a aussi un Chris Paul, je voulais finir par ça, mais qui se transforme de plus en plus en meneur pass first exclusif, parce que ça a toujours été un meneur distributeur de haut niveau, mais qui avait aussi du scoring. Tu vois, c'était un mec qui était, je caricature, hein, mais qui faisait 10 ou 12 passes par match, mais qui avait aussi ses 20 ou 22 points, quoi. Tu regardes toute la carrière.
Là, c'est vrai qu'on est de plus en plus vers bon, bah, je vais faire mes passes, mais si je peux, je vais pas tenter de tir, quoi. C'est un peu le PJ Tucker des meneurs de plus en plus. Et même, stat un peu qui montre ça, le nombre de tirs par 100 possessions, non pas 100 possessions où il a la balle, mais 100 possessions passées sur le terrain, le chiffre chute de 17 tentatives par match à 14 tentatives par match par 100 possessions. Donc voilà, c'est la fin de Chris Paul, c'est la fin du vrai Chris Paul. On va voir s'il n'a pas une ou deux années de avant la retraite à faire plaisir à Wembanyama, mais on est d'accord que le pari, puisqu'on est quand même dans cette optique de bilan, le pari a été perdant pour cette année à Golden State parce que, ok, c'était un meneur gestionnaire génial, un meneur backup génial, mais bon, à ce salaire-là, et puis même sans parler de salaire, mais l'apport était quand même assez mineur par rapport à ce système des Warriors. Ouais, et pour reboucler, enfin, en fait, c'était mineur en comparaison en fait à tous les défauts qu'il apportait, c'est-à-dire obligé de jouer lentement, enfin voilà, Ouais. peu de transition, etc. Et tout ce qu'on a dit avant, c'est aussi du fait de Chris Paul finalement et de cette seconde unit. Et puis la défense aussi, hein. La défense, est oui. plus bonne, on ball off ball, et puis c'est pas non plus un mec qui va être génial sans le ballon non plus, tu sais, en catch and shoot, toi, t'as à côté d'autres méga porteurs de balles. Donc ouais, comme tu dis, il a apporté des bonnes choses. Tu vois, quand tu remplaces Jordan Poole, qui était censé être le meneur backup en 2023, et quand tu remplaces la gestion de la seconde unité, la gestion pure du jeu de Poole par Chris Paul, oui, c'est un ajout énorme. Mais qu'est-ce que tu perds à côté, quoi? Comme tu dis, il y a certains compromis de vitesse qui collaient pas avec l'ADN de l'équipe, comme on l'a détaillé, de défense, on et off ball, etc., etc. Et une nouvelle fois, bon ben, le pari était perdant, mais pour redézoomer une nouvelle fois par rapport à ce bilan, je pense qu'on peut dire que le bilan du trade de Jordan Poole est un peu un échec. Parce que là où ils auraient pu se sauver, entre guillemets, c'est que, à la limite, l'été dernier, je pense qu'ils se sont précipités. Mais ok, le vestiaire était catastrophique, il fallait que tu te sépares de Poole, ok, tu prends la première opportunité, tu prends Chris Paul, ok. Là où ça devient vraiment un échec, c'est que t'as perdu l'attaquant qui était Jordan Poole déjà. Bon, certains diront c'est pas grave, mais surtout, en fait, t'as même pas réussi à le rééchanger en fin de saison, quoi. Le contrat de Chris Paul, qui lui aurait pu être un méga atout, parce que énorme salaire. Donc tu mets un jeune plus Chris Paul, ça te donnait un attrait sportif par le jeune et par les tours de draft, et Chris Paul, le gros salaire, tu pouvais aller chercher une grosse pièce. Et pour moi, ça a été, en un an, t'as liquidé la valeur marchande de Jordan Poole. Et voilà, t'as littéralement un joueur qui est. Je crois que t'as pas activé son option ou t'as pas garanti le contrat pour l'an prochain, c'est ça, hein, je crois que ça s'est joué comme ça. Et donc t'as 30 millions qui sont un peu évaporés dans la nature, quoi. T'en as rien fait non plus à la fin de saison. Ça aussi, c'était peut-être une déception, ce côté, on aurait pu l'utiliser en asset et on l'a pas fait, quoi. Exactement, et si on se replonge un peu dans le passé, enfin, c'est pour résumer ce que t'as dit, tu as perdu Jordan Poole qui était il y a 2 ans du coup, enfin vraiment le MVP, un peu le voilà, All NBA First Team Offensive, vu que je suis dans le Basket Lab, et tu l'as perdu contre rien, vraiment littéralement rien, donc c'est le bilan et enfin le constat est assez dommage, on va dire, dommageable. Parce que... Oui, mais ça a permis de nettoyer le vestiaire, et on a vu que Draymond était beaucoup mieux cette année. Ouais, il était très calme, ouais. Ça a permis ça, au moins. Oui. Non, mais bon, après, j'entends, pour faire un trade, il faut être deux. Donc, si personne ne veut de Chris Paul, évidemment, oui, c'est pour ça qu'ils l'ont pas échangé. C'est pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'ils sont pas arrivés à l'échanger. Mais voilà, sur le bilan froid, du coup, de facto, c'est vrai que ça a été un échec et ça aurait pu être une manière de sauver un peu tout ça, d'arriver à le rééchanger. Ouais. Et au final, t'y es pas arrivé, c'est un peu dommage parce que, comme dit, il y a ce principe en NBA de rétention de valeur qui est important parce que tout fonctionne avec des trades, avec un budget salarial, et quand t'es déjà tout en haut, t'as pas de marge de manœuvre. Donc quand t'as un atout et des assets qui s'évaporent comme ça, plutôt que d'arriver à les rééchanger contre autre chose, c'est dommage. Vas-y, je t'en prie. Non, je voulais dire même contre l'un ou l'autre role player, c'est ça, c'est ne pas réussir à rien en faire, mais vraiment même pas un second tour de draft ou quoi, c'est assez, enfin. Bon, ce tour de draft, c'était un peu triste, mais voilà, il y a rien du tout et c'est dommageable, quoi. C'est très dommageable. Heureusement, finalement, que les Warriors avaient plein de pics de draft avec, du coup, qui sont devenus Jonathan Kuminga, Moses Moody, etc. Parce que, enfin bon, bref. Ce serait le moment parfait pour avoir des jeunes qui prennent la relève et il se trouve que Jordan Poole n'a pas pris la relève et ce que est devenu Jordan Poole n'a pas pris la relève puisque c'est rien, quoi. Ouais. Wiseman non plus, hein.
pourra pas prendre la relève. T'es sûr? Un jour, on fera le bilan de cette gestion d'effectifs depuis 2020, ou même depuis la déclaration, on est light years ahead. Ouais. Mais non, mais effectivement, Chris Paul, j'essaie de chercher l'usage de Basketball Référence, voilà, à peine 15%. Donc voilà, c'est quand même très peu. Et pourquoi je prends celui de Basketball Référence? Parce qu'il y a que le scoring, il y a pas le passing dedans. Tu regardes les chiffres d'usage avec le passing de Cleaning the Glass, par contre c'est 20-25%, je crois, un truc comme ça. Tu dis ah ouais, c'est encore pas mal. En fait non, si tu prends que le côté scoring, ça devient de plus en plus faible. Mais bon, quel âge il a? 38, 39, un truc 39, comme ça, je crois. Ouais. Bon, la carrière est passée, quoi. Et déjà à Phoenix l'an dernier, on avait vu que aïe, ça commence à coincer. C'est l'an dernier qu'on a vu à Phoenix que mince, ça marche plus, quoi, niveau scoring notamment. Mais voilà, Chris Paul, c'est un peu la fin. On va dire qu'on là on est en semi-retraite où il va se faire plaisir avec Wembanyama, c'est bien, c'est cool, c'est très cool. Mais voilà pour cette année. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour ces Warriors 2024? Alors, ma 5e stat, c'est une année, c'est 2017. 2017. Parce que Guillaume, c'est la première fois depuis 2017 que Stephen Curry n'est pas dans le 100e centile en termes d'efficacité à son poste. Il est que dans le 93e centile. Et il y a que 3 guards qui sont à plus de 100, qui a 106 ou plus de true shooting plus. C'est Shai Gilgeous-Alexander, c'est Luka Doncic et c'est Stephen Curry. Luka Doncic, il a plus 6 cette année? Ouais. Ah, ça doit être son meilleur en carrière alors. Ouais. Et donc voilà, on est sur une année clairement 100 de Stephen Curry, quoi, qui est non mais voilà, plus sérieusement, c'est pour souligner un peu le niveau qui reste. Alors il y a eu une petite année, on va dire un peu sans au scoring, mais au final on reste sur un joueur qui a un niveau, enfin voilà, il a le même niveau d'efficacité que Shai Gilgeous-Alexander, que tout le monde proclame un peu comme top 5 MVP, ou je crois qu'il a fait top 3, etc. Et en faisant une année un peu sans, avec une perte d'efficacité. Donc est-ce que Stephen Curry est mort? Je ne sais pas, mais aussi plus sérieusement, une deuxième stat, c'est que on est sur l'année aussi depuis, on va dire, l'après KD, où il a le plus bas assist par usage et en fait donc la plus faible tendance à faire des passes, littéralement, à créer. Et bon, ça se joue à pas grand chose, mais c'est quand même, voilà, par rapport à l'année dernière, on était à 0,88, là on est à 0,77. Avant on était à 0,92, il y a quand même une baisse et je trouve que ça s'explique aussi par le fait que on a vu qu'on avait ce manque un peu de scoring aussi individuel avec par exemple la perte de Jordan Poole, un Klay Thompson qui est plus forcément si efficace que ça, Andrew Wiggins dont on n'a même pas parlé, qui fait pas forcément une bonne saison, etc. On a beaucoup plus insisté encore, un peu plus insisté encore sur Stephen Curry et sur son scoring plus que sur sa création cette saison. Mais voilà, au global, on est quand même sur une saison, et encore là, les stats d'efficacité ne prennent pas en compte tout le jeu sans ballon de Stephen Curry, donc c'est assez phénoménal. Voilà, on est encore sur un joueur d'élite offensivement dans le très très haut du panier, je pense. Après, t'as dit il est au niveau de SGA, qui tout de même est à plus 10, il n'est pas à plus 6, il est à plus 10 tout de même, SGA, en termes d'efficacité cette année. Mais alors du coup, j'ai l'impression que c'est moi qui vais être le pessimiste alors, ou l'alarmiste de nous deux, même si je m'inscris aussi totalement dans ce que tu as dit, sur ce côté que tu as dit avec ironie, de voilà, c'est ça, il est mauvais pour ses standards, et il est seulement meilleur à l'efficacité que toute la NBA sauf 2, quoi. Alors qu'avant c'était le numéro 1 incontesté. Et oui, en effet, il faut séparer un peu de conversation de est-ce qu'il est bon, et d'une part, et oui, et est-ce qu'il est décevant par rapport à ses standards, oui, mais ça veut pas dire qu'il est pas bon. Mais en effet, on a un peu c'est une anomalie, pour le coup, là encore, puisque alors moi j'avais noté une autre stat qui était 1,17, qui était ses points par tir sur drive. Mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais sur l'efficacité globale, c'est vrai que être à 106, donc plus 6% d'efficacité sur le scoring,
comme dit, c'est bas par rapport à ses standards, mais c'est quand même assez haut. C'est même très haut, c'est ce que tu as expliqué. Pour ça aussi que je disais par rapport à Doncic, tu vois. Même un mec comme Doncic, en fait, c'est sa meilleure saison, son plus haut total en carrière, ce que je disais. Alors pour Curry, c'est presque un de ses pires, quoi. Et pour dire à quel point ce mec surnageait au-dessus de la mêlée à une distance, lui, pour le coup, assez folle, quoi. Cet aspect-là. Après, tu vois, il y a un truc à noter. Il a 106, donc plus 6% d'efficacité par rapport à la moyenne. Il a déjà fait ça. Tu as parlé de 2017 par rapport à son poste. Hein. Les percentiles, les centiles, c'était à son poste, hein, clairement. Après, si on prend en général par rapport au reste de la NBA et ses chiffres bruts, en soi, non pas le classement, mais les chiffres bruts, il a déjà fait 106, donc plus 6% d'efficacité, entre guillemets, à peine par rapport à la moyenne, en 2022. Il avait déjà fait. Mais en 2022, c'était un peu une sous-chauffe au niveau du 3 points. C'était une vraie anomalie pour lui, parce qu'il shootait, il a mal shooté à 3 points, il est shooté à 38% plutôt que son habituel 42-43. Donc, ouais. 38%, c'était encore un très bon score, un très bon shooter, mais c'est vrai que pour un mec comme ça, c'était un peu une anomalie, on ne sait pas trop pourquoi. Il a mal shooté cette année-là. Voilà, c'était comme ça. Et comme en plus il prend beaucoup de 3 points, c'est un peu ça qui a tiré un peu tout vers le bas, hein, forcément son efficacité globale. Oui, ça va plus vite, quoi. Ouais. C'est ça. Alors que cette année, c'est pas le cas. Cette année, il shoot assez bien à 3 points, enfin toujours aussi bien, hein, 41% à 3 points. Donc la différence d'efficacité, tu vois, l'an dernier, plus 13% par rapport à la moyenne, cette année plus 6%. Pour le coup, c'est pas comme en 2022 où on pouvait mettre ça sur le dos de l'aléatoire du jump shot. Cette année, on peut pas, parce qu'il shoot toujours aussi bien à 3 points. Et donc, c'est là-dessus où on arrive sur ma stat, c'est qui est 1,17, qui sont ses points par tir, donc son efficacité, en fin de drive. Pour Curry, qui est donc à 8,9 drives par match cette année, 9,2 drives l'an dernier, donc le volume, ça change pas. Il est identique, mais par contre, c'est l'efficacité qui change, puisque cette année, 1,17 points par tir, sur tir en fin de drive. L'an dernier, 1,27. Donc en fait, la baisse, elle se trouve ici. Elle se trouve sur l'efficacité, sur les drives et donc au panier, mais je dis vraiment sur drive, parce qu'au panier, parfois, tu sais, il y a les cuts, il y a il y a pas que des... Là, je parle vraiment des drives où il drive balle en main, quoi. Il se crée son tir, il va jusqu'au panier. Et donc, en fait, l'an dernier, on était dans le 82e centile en termes d'efficacité, donc mieux que 82% des drivers à gros volume, donc c'est pas mal. Cette année, ça a chuté dans le 63e centile, donc toujours au-dessus de la moyenne, hein, évidemment, avec son toucher de balle et ses compétences, mais on est déjà un peu plus proche de la moyenne, on est moins tout en haut, quoi. On est 63e centile, à pas mieux que 63% des gros drivers de NBA, et c'est pas tant dans la capacité à provoquer des lancers francs, parce que ça bouge pas trop, mais c'est vraiment, donc quand on retire le lancer franc, c'est vraiment l'efficacité sur layup, en tout cas sur tir pris en fin de drive, que ça a baissé de 57% d'efficacité de field goal en fin de drive à 49%. Donc la baisse, elle se fait là. Sur drive, c'est comme ça que son efficacité sur drive baisse, et donc ça fait chuter l'ensemble de son répertoire, hein, parce que comme dit le reste, 3 points, il est toujours aussi bon. Et pour le coup, c'est vrai que quand on a un mec de 36 ans dont l'efficacité sur drive baisse, je dis pas que c'est forcément un début de déclin, mais je ne l'exclus pas non plus, tu vois. D'accord. Ouais. À cet âge-là, je me dis, j'ai hâte de voir l'an prochain pour savoir si c'était juste une mauvaise année, ou si en effet, c'est peut-être qu'on a commencé un début de déclin, sachant que, comme dit aussi, hein, c'est un début de déclin, et vu qu'il part de tellement haut, on est quand même très haut, même en prenant en compte ce déclin. Mais voilà, ça m'a pas l'air d'être totalement rien, et pour moi, on est dans un cas différent de 2022, où 2022, tu regardes, tu dis, ah ouais, il est pas efficace, comment ça se fait ? Ah ok, il a mal shooté à 3 points, alors que avant, après, il shoot bien à 3 points, c'est un peu une anomalie, ok. Là, pour moi, on n'est pas dans ça. Là, on est dans un truc où, ah ouais, il a 36 ans, il est moins efficace sur drive, c'est peut-être un truc à surveiller du coup. Ouais, mais alors j'étais allé voir, alors pas les points par tir, mais juste l'efficacité en fin de drive. Ouais. Et c'est vrai que moi, du coup, je savais pas trop quoi faire de ce jeu en drive de Stephen Curry. Principalement parce que du coup, en 2021-22, en fait, il est à 51%. Ouais. Il était déjà bas. En fait, il avait aussi, enfin pas autant que cette année, mais aussi un peu moins, shooté, mais tiré en fin de drive. Il était moins bon. Et l'année d'avant, du coup, 2020-21, il était à 55%. Donc en fait, on est un peu sur, si vous imaginez les 4 dernières années, on est haut, bas, haut, bas. Ouais, ça oscille un peu, ouais. C'est ça. Et donc, à quel point c'est un déclin ou pas, je sais pas. Moi, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas y aller. Donc, peut-être qu'il y a un déclin. Et c'est vrai qu'il y a même dans la fréquence de tir au panier, il y a un petit déclin quand même sur les 4 dernières saisons.
Enfin, cette saison par rapport aux dernières saisons, parce qu'il est à 14% et les années précédentes, il était plutôt à 20%. Je savais pas trop quoi en faire. Je savais pas trop quoi en faire de cette stat de drive de Stephen Curry. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que il commence à avoir vraiment moins de vraiment de capacité à répéter l'effort sur drive, aller au contact, etc. Ou c'est juste une année un peu moins bonne et avec un peu le contexte du pas très bon spacing, des défenses de plus en plus agressives, etc. Du début de saison notamment, et même sur la fin de saison, tu joues quand même avec Kuminga, Draymond et Podziemski qui est pas le shooter d'élite, même s'il a des bons pourcentages. Je trouve, enfin, l'avenir nous le dira, mais enfin, même s'il reste, on va dire, moins bon en drive, enfin, s'il y a un vrai déclin en drive, comme tu l'as dit, il restera un joueur avec un rendement quand même, un rendement excellent, plus seul au-dessus, mais dans un pôle de 3-4 joueurs d'élite, quoi. Ouais. Non, mais c'est un peu ça. Et effectivement, comme dit, on peut aussi mettre... en fait, c'est pas pour dire... C'est ça, c'est pour dire, à surveiller. Et donc, j'aimerais bien avoir l'échantillon de l'an prochain, on suivra ça, parce que c'est peut-être aussi que, comme tu dis, cette année, il n'y a pas un bon spacing, notamment. Donc ça, si plus tu vieillis, et en plus t'as moins d'espace, je peux comprendre que ça soit aussi plus compliqué, et que ça affecte les drives, etc. Je pense aussi que, en un sens, si on a un peu plus forcé sur sa propre création en match, parce que voilà, c'est qui les créateurs d'attaque à Golden State actuellement? Mais il y a quand même moins, quoi. J'ai l'impression que plus les années passent, moins il y en a. Surtout quand tu compares donc il y a 2 ans, 2022, où on avait en plus un Jordan Poole qui avait émergé en créateur secondaire de très bon niveau. Voilà, là c'est compliqué, quoi, parce qu'en plus il joue pas tant que ça avec Chris Paul, un peu, mais voilà. Bref, je me demande aussi quelle est un peu l'explication. Est-ce que c'est un début de déclin physique notamment par rapport au drive, et ce serait un peu la première zone où ça se verrait en fait, ce côté déclin. Est-ce que c'est une question de spacing? Est-ce que c'est parce qu'on a peut-être un peu trop forcé sur sa propre création? Je sais pas trop, mais tu vois, c'est pareil. Moi je le considère toujours très haut, mais je pense que je suis pas sûr de le mettre de manière aussi unanime top 3, top 5, enfin top 3 NBA comme l'an dernier, quoi, de mon côté, ou même top 5, je sais pas, mais tu vois, là encore, faut attention avec les chiffres et surtout cela, mais tu regardes un peu les on-off offensifs, qui sont pas à regarder pour tout le monde, mais on va dire que les on-off, c'est intéressant de regarder les on-off de l'attaque pour des créateurs majeurs offensifs et les on-off défensifs pour des pivots défensifs. C'est les seuls domaines du jeu où la corrélation est suffisamment grande pour que ça ait une pertinence, cette stat. Ne regardez pas ça pour un 3&D, je veux dire. Mais au niveau on-off, non plus, tu vois, on n'est pas sur les standards habituels, quoi. On est à peine sur du plus 4 par 100 possessions, plus 4 points par 100 possessions ajoutés quand il est sur le terrain par 100 possessions versus quand il n'y est pas. Bon, c'est très bien, hein, c'est encore très bien, mais c'est vrai que on est loin de ces standards habituels de parfois il peut monter jusqu'à plus 8, plus 10, plus 15, ou parfois il représentait à lui tout seul l'attaque, et même y compris dans des années où tu avais du Kevin Durant, ou même dans des top équipes de Golden State, le mec avait un on-off de malade mental, parce que sa seule présence, c'était... en fait, c'est la source d'attaque, hein, c'est le jeu off-ball, le mouvement, et la seule présence de spacing aussi. Enfin bref, il était l'attaque. Et il avait un impact qui transcendait un peu tout ça, même y compris, donc, comme dit, dans des bonnes années. Et là, c'est vrai que le on-off, je dis pas c'est définitif, je dis ça aussi à surveiller, parce que attention, quand on a dans le même temps un mec qui est vieux, donc ça paraît normal, qui est moins bon en drive, tu dis ça arrive en même temps, il y a peut-être un truc, qui en plus a des on-off qui sont moins resplendissants, qui sont entre guillemets juste très bons et pas flamboyants comme avant. Peut-être qu'on a un léger déclassement, et j'ose à peine le dire. Je sais que je vais me prendre des insultes si je le dis, mais je me prendrai aussi des insultes si je le dis pas. Mais je sais que moi, je suis plus haut que la moyenne, je pense, sur Curry depuis pas mal d'années. Là, cette année, je me dis, j'ai hâte de voir l'an prochain. Il est possible qu'on ait désormais seulement un joueur qui est top 10 NBA, plutôt que ce qui était vraiment l'élite de l'élite, quoi. Top 5, top 3, quoi. Ouais, oui, clairement, c'était... je pense que c'était globalement, de par son efficacité et tout ça, qu'il était, je pense, facilement top 3, top 2 attaquant avec Jokic assez facilement, quoi. Ouais, peut-être top 3 avec Doncic pendant longtemps. Voilà, là, peut-être qu'il passe top 5, ou en tout cas un peu plus loin des deux devant, et vu qu'il a pas l'apport défensif, il descend. Mais bon, bref. Je sais pas si c'est un débat très intéressant. Mais non, mais après, c'est ce on-off, tu vois, c'est un peu
aussi à quel point on peut lui donner l'excuse du début de saison et de la line-up qui allait pas et de l'utilisation où c'était la seule source d'attaque, donc à quel point tout ça est corrélé ou pas, et c'était du coup qu'une mauvaise année, on peut un peu tout expliquer, ou à quel point il y a un vrai down, une vraie régression, pardon. Je sais pas, mais c'est intéressant à suivre l'année prochaine, c'est clair. Vous avez compris, hein, c'est pas pour le critiquer, c'est juste pour dire on est peut-être plus sur le joueur méga transcendant et absolument fabuleux d'avant, mais je tiens à dire que voilà, s'il est pas top 3 NBA, mais que sur les 2 prochaines années, il est entre guillemets seulement top 10, pour moi, tu peux largement aller au titre encore, avec la bonne équipe autour, on est d'accord. Hein. On n'est pas du tout dans du catastrophisme ou quoi. C'est juste intéressant à noter et à voir sur la suite. En effet, je ne vais pas redire ce qu'on a déjà dit. Mais voilà pour Stephen Curry. Un autre d'ailleurs dont on n'a pas parlé, c'est Draymond Green aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as les stats en bonus là, pour Draymond Green, maintenant qu'on a donné nos 5 chacun. Non, j'avais du coup le côté rating défensif, j'avais la fréquence au cercle qui diminue évidemment, mais c'est un classique avec lui. Oui, on a parlé un peu de lui tout à l'heure, c'est vrai, effectivement. Ouais. Mais lui, tu vois, c'est un peu pareil. C'est pour ça que j'y pense avec Curry. Autant l'an dernier, en 2023, tu vois, il y a des gens, quand on est passé de 2022, le titre, à 2023, beaucoup de monde disait ouais, il est plus aussi bon qu'avant, plus aussi bon que l'année du titre et tout, il commence à décliner. Moi, je trouvais pas du tout. Je pense que l'an dernier, on était encore sur un niveau défenseur de l'année. C'est juste que ça se voit moins parce qu'en fait, sa présence sur le terrain faisait passer l'équipe de 30e à 15e ou 14e en défense plutôt que de 14e à première, quoi, comme c'était le cas l'année d'avant. Mais l'impact, c'est le même. C'est juste que, comme collectivement, c'était pas aussi bon. Voilà, on aime bien regarder qui sont les meilleurs defensive ratings. Et voilà, le Depoy est forcément dans son équipe. Le Depoy, appartient forcément à une équipe dont le defensive rating est top 3 ou top 5 NBA. Mais par contre, sur le niveau individuel, je trouve qu'il était encore transcendant l'an dernier. Cette année, c'est vrai que, année compliquée aussi, hein, tu vois, la suspension, etc. Je ne l'ai pas trouvé à ce point étincelant. Des matchs sans aussi, je trouve. Ouais, exactement. Il y a certains matchs sans, donc là encore, comme Curry, je pense que c'est pas pour le déclasser de beaucoup, mais j'ai été moins étincelé cette année par à la fois Curry et Draymond, et je sais pas trop comment voir ça. Je sais pas si c'est aussi bel âge ou le baisse de niveau ou alors le contexte, mais à surveiller parce que je l'ai pas trouvé aussi fabuleux que 2022-2023 encore à l'époque. Ouais, exactement. Puis après, c'est vrai que, mais c'est un peu alors vraiment, je trouve que ça marche encore mieux avec Draymond parce que, sa saison 2022 pour moi, c'est une des années défensives les plus folles que j'ai vues, en termes d'individuel, quoi. Peut-être pas, mais sur les dernières années, il est tout en haut, quoi. Donc il part de très très haut aussi, quoi. Ouais, bon, après, 2022, le titre, le run de playoff, 2023 encore, hein, je peux vous conseiller d'aller revoir des matchs, c'est un plaisir. Et surtout, si vous avez un match à revoir, le play-in 2021 contre les Lakers. Je pense que c'est le meilleur match défensif que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable. Ils le perdent contre les Lakers avec le 3 points de LeBron. Là. Oui, avec le LeBron qui ferme les yeux. C'est ça, ouais, mais le match, c'est incroyable. Je crois que c'est le meilleur match que j'ai jamais vu défensivement d'un mec. Donc allez voir ça si ça vous dit. Mais voilà, Curry, Draymond à surveiller pour l'an prochain, même si, comme dit, on espère aussi voir une meilleure équipe. Hein. C'est un peu ça, pour élargir un peu plus globalement. Le bilan de cette année, c'est que on a une équipe dans la moyenne, avec des signes de positif sur la fin d'année, sur la deuxième partie. Mais c'est un peu toujours décevant d'avoir une équipe qui a ce genre de talent, encore une fois, transcendant en attaque et en défense, et qui n'a pas l'effectif autour pour donner une vraie chance de titre à ses talents. Ça, pour moi, c'est peut-être la vraie frustration et le vrai bilan de cette année, c'est que tu t'as grillé une cartouche, quoi. Et il en reste plus tant que ça des cartouches pour un duo Curry-Draymond titre NBA. Ouais, clairement. Et il y a un joueur dont on n'a pas du tout parlé. Je sais même pas si on a prononcé son nom, mais je l'avais quand même noté et du coup je vais te demander ce que t'en penses. Mais Andrew Wiggins, j'avais noté qu'il est quand même à 94 de true shooting plus. Donc c'est très très bas. C'est celui de Minnesota, celui-là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est à quel point, qu'est-ce qu'on fait de Andrew Wiggins, quoi. Ouais, je pense que l'année est un peu mieux que l'an dernier avec tous les problèmes qu'il a eu. Après, on n'est pas au niveau de 2022, hein, où on a vraiment un truc de haut niveau. Là, tu vois, on est un peu sur ce que je pensais que ce serait Wiggins. Quand le trade a été fait, j'étais assez pas chaud du tout sur le trade à l'époque. Je me disais, mais
c'est sympa, mais bon, c'est un gros salaire, et puis il va pas être assez bon à 3 points, et peut-être pas assez bon en défense. Bon, je m'étais planté, parce qu'on a vu 2021-2022, surtout que non, en fait, si, il était largement assez bon, et donc la recontextualisation a suffi. Là, c'est vrai que le 3 points était un peu moins là. On est de retour à 36% plutôt que 40% à 3 points. La défense, bon, ça allait, mais pour moi, je dirais pas que c'est un échec, c'est juste qu'il sort aussi d'une année, l'an dernier, qui était tellement compliquée avec des problèmes personnels que voilà, mais je trouve que c'est déjà un bon signe de retrouver un peu Wiggins, mais c'est vrai qu'on est loin du niveau qu'il a montré il y a 2 ans, quoi. Clairement, et tu vois d'ailleurs, le minutage est plus bas qu'avant. Donc c'est pas qu'une question de disponibilité, de jouer des matchs ou pas. Même sur les matchs qu'il a joué, il est à 27 minutes de jeu par match, 27 en moyenne, ce qui est un temps de jeu titulaire, mais bon, on est un peu limite, quoi. Contrairement aux 32 faciles qu'il avait, 32 et 33 qu'il avait en 2021-2022, quoi. Donc je sais pas trop quoi faire. Moi, je pense que si tu arrives un peu à le repimper et que dans une bonne équipe, il peut être encore un excellent ailier et te rajouter cette profondeur à l'aile et ce côté très polyvalent avec et sans ballon, la défense, etc. Mais je serais pas non plus étonné si il était utilisé en monnaie d'échange pour aller chercher un truc encore meilleur. Mais encore faut-il qu'en face on accepte d'acheter, quoi. Pourquoi est-ce qu'on te donnait pourquoi on te donnerait un meilleur joueur et on prendrait Wiggins? Voilà, c'est l'idée. Mais j'abandonne pas totalement parce que il est encore assez jeune, 28 ans, et j'espère que c'est juste qu'on met un peu de temps à retrouver le niveau après une année compliquée et que l'an prochain on va être de nouveau très bon. Mais oui, de facto il a été moins bon. Ça c'est sûr, dans le bilan on peut le dire. Ouais. Et puis il a, comment dire, on pourrait se dire, il peut servir de monnaie d'échange, mais là, sa cote est, du coup, forcément, elle a quasiment jamais été aussi basse, quoi. Donc, il y a ce côté-là aussi avec Wiggins t'es un peu obligé de le garder et d'essayer de le relancer. Alors, soit le relancer pour toi et c'est super, soit le relancer pour avoir un joueur qui a une vraie valeur dans un trade, quoi. Il est encore sous contrat 2025 et 26 à 26 et 28 millions l'année. Donc, c'est beaucoup, mais bon, finalement, sur le nouveau CBA, c'est plus aussi cata qu'avant, on va dire. Et puis une player option pour 2027, mais il la prendra peut-être pas. Peut-être qu'il la prendra pas pour signer un contrat long terme. Souvent les gens font ça. Donc encore 2 ans et demi, on va dire, de contrat. Je pense que l'idée ce serait de le mettre, lui, son gros contrat, plus un Podziemski ou alors plus un jeune, quoi, pour un peu ce côté, le package en soi est intéressant, et avec le gros salaire de Wiggins, tu peux aller chercher un joueur intéressant. Mais voilà, Wiggins, en effet, pas une top saison et loin de son niveau de 2022, lui aussi. Je pense qu'on a parlé d'à peu près tout le monde dans ce bilan. Est-ce qu'il y a des joueurs sur lesquels on n'a pas trop développé? Est-ce que tu voulais parler de Corey Joseph ou de Jérôme Robinson, d'ailleurs, qui a signé en France, je crois? Jérôme Robinson, signé, déjà incroyable. Je ne sais plus, mais je peux vérifier si tu veux. Mais oui, je crois que c'était en France, oui. Et il est devenu chauve cette année. Ça m'a. Tout à fait. Ça m'a surpris. Il a signé à Saint-Quentin. À Saint-Quentin. Ouais. Jérôme Robinson. Non, je pense que quand on a atteint ce niveau-là, on a parlé de tout le monde. Dario Saric aussi. On n'a pas trop parlé, mais bon, une petite année de roleplayer sympathique, mais physiquement, même s'il n'est pas si vieux que ça, mais physiquement, on voit que ça commence à être compliqué aussi. Dario Saric. Ça tire. Et puis Guy Santos, qui est toujours par là, mais qui joue pas trop, Guy Santos. Envergure. Ouais, Envergure est fan de Guy Santos. Tout à fait. Bref, donc voilà pour le bilan des Warriors. Et bien, en tout cas, merci beaucoup, Baptiste, d'être passé sur le Basket Lab. Eh bien, merci à toi, Guillaume. Merci de l'invitation. Comme d'habitude, c'était un vrai plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà pour nos amis les Warriors qui, comme dit, il y a un peu d'un côté peut-être un début de déclin pour les 2 méga stars, et de l'autre côté tout de même la frustration que même malgré ce déclin, on pourrait quand même faire beaucoup plus si autour il y avait des choses. Bref, donc normalement, il n'y a pas eu de trade, a priori, puisque j'enregistre la veille de la sortie de cet épisode. Mais voilà, on espère que ça va bouger un peu sur le reste de l'été, peut-être. On verra ça. Et puis nous, de notre côté, eh bien, on va se retrouver la prochaine fois pour parler cette fois d'une équipe finaliste de conférence. Et oui, les Indiana Pacers. Et donc, sur ce, je vous remercie de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Baptiste d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.